Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. N'importe qui peut vivre un phénomène paranormal, un flash de voyance, une prémonition, voire une apparition. Ce genre de choses ne prévient pas et peut même traumatiser ceux et celles qui le vivent. Alors ce soir, nous allons découvrir ensemble ce que certains et certaines d'entre vous ont vécu. Leur témoignage nous permettra de vous faire comprendre à vous qui nous écoutez que vous n'êtes pas seuls à vivre cela et que surtout, vous n'êtes pas fous. Ce sont des phénomènes naturels que l'on ne comprend pas encore, mais naturels quand même. À mes côtés, comme hier soir, Pierre Macias, le webmaster du site internet psylande.org, où vous pouvez télécharger toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange dans leur totalité. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Louis. Alors, sur ton site internet psylande.org, psyland.org, on peut prendre connaissance également des nouvelles dans le monde de la recherche concernant les phénomènes paranormaux, tout ce qui se fait tout autour de la planète. Oui, j'essaie de le tenir à jour de ce qui se fait. Pas toujours évident, je peux avoir un petit peu de retard, mais j'essaye. Bien. Et également une bibliographie très importante, il faut le signaler. Oui, j'ai essayé de rassembler aussi bien une bibliographie, livre, je dirais grand public, qu'on va trouver facilement dans le commerce, que des articles qui ont été publiés justement dans le monde de la parapsychologie, éventuellement des articles en anglais aussi. Et j'ai essayé de réunir aussi des mémoires universitaires, que ce soit des thèses de DEA ou des thèses des mémoires de thèse, pour montrer un petit peu ce qui se fait en université autour des phénomènes, des anomalies. Oui, parce que voilà, des phénomènes insolites, on va dire. On répugne à dire paranormal dans le monde universitaire. Ça se dit sous certaines conditions. Voilà. Également à mes côtés, Renaud Évrard, membre du GEIMI, groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Bon. Mon cher Renaud, où en est la rédaction du peut-être numéro 2 de la revue de l'Institut Métapsychique ? Bon, c'est en cours, on travaille encore les articles, mais surtout on attend le courrier des lecteurs pour avoir les premières impressions et justement c'est très motivant toujours, quoi. Bon, on peut toujours se procurer en tout cas la revue numéro 1, la première qui est parue. Disponible. Bon, il suffit d'aller sur le site internet de l'IMI, métapsychique.org, et là-dessus tout est indiqué. Bien, merci Renaud. Donc avec Pierre et Renaud, vous l'avez compris, nous allons écouter attentivement vos témoignages, vous rassurer, vous apporter quelques éléments de réponse et quelques pistes de réflexion également. Alors si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous posez des questions, vous avez 2 biais pour pouvoir nous contacter directement et venir nous rejoindre, participer à la conversation dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous pouvez appeler notre standard, Morad est là pour vous accueillir au 0826 300 300, 0826 300 300. Ce numéro n'est pas surtaxé. Vous pouvez donc nous appeler d'où que vous soyez en France. Ce sera le coup d'une communication tout à fait normale. Et puis de toute façon, nous vous rappelons évidemment pour que vous puissiez passer à l'antenne et que vous n'ayez pas à dépenser 1 centime. Vous pouvez également nous joindre par le biais du SMS. Sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire, votre réaction, ou vous nous envoyez votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle, si vous avez un témoignage à nous proposer. Et vous envoyez le tout au 71 200 sur votre portable, Sud, un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les Aventuriers de l'étrange. Juste avant d'accueillir notre premier témoin, Renaud Évrard, Pierre Macias, j'aimerais me tourner vers vous, faire une petite introduction pour revenir au dernier SMS que nous avons reçu hier soir d'une jeune auditrice, Adélaïde, qui a 13 ans, si je me souviens bien, et qui nous disait « J'adore écouter vos émissions, mais certains témoignages font peur ». Renaud, est-ce que on doit céder à la peur lorsque l'on vit un phénomène paranormal ou lorsque un proche vit un phénomène paranormal? Non, mais on ne peut pas vraiment dire à ces gens qui font mal d'avoir peur. Enfin, c'est une fascination qu'exerce ces phénomènes qui peuvent être parfois trop dans justement l'intérêt pour et des fois l'intérêt justement mêlé
mêlées de crainte. Et en fait, les questions qu'il faut se poser, c'est comme ça qu'il faudrait raisonner, c'est est-ce que c'est dangereux ? Dans quel contexte ça se produit ? Est-ce que vraiment c'est sans limite, ou alors est-ce qu'il y a des choses pour justement empêcher que ça se produise ? Et donc dans ces questions-là, par exemple sur la question est-ce dangereux, un poltergeist par exemple, là les chercheurs en parapsychologie ont quand même, avec des études de cas nombreuses et bon avec des explications sommaires, mais finalement dans les observations ils se sont rendus compte que ce n'était pas dangereux physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de blessures ou de choses comme ça qui étaient constatées. Par contre c'est vrai que psychologiquement il y a parfois nécessité d'un soutien psychologique. Et puis deuxième gros problème, c'est toujours le fait de tomber sur des personnes un peu charlatans qui tournent autour de ce monde-là, et ça c'est peut-être le danger le plus concret, le plus social. Oui. Le danger le plus dangereux, si on peut dire. Si on peut dire ça comme ça. Pierre Massias, je suppose que Pierre, tu es d'accord avec ce que vient de dire Renaud. Il faut essayer. Enfin, il n'y a pas lieu d'avoir peur d'un phénomène paranormal. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Renaud. En fait, moi j'aime bien avoir peur aussi de temps en temps, mais pour ça, je vais au cinéma. Le jour où j'ai eu la peur de ma vie, je dirais, parce que je regardais plus souvent derrière moi que devant, c'est le jour où j'ai vu l'Exorciste. Ah oui, pareil. L'original, hein. Oui, le tout premier. Le premier, oui, bien sûr. Oui. Puis nous étions jeunes à cette époque. On était jeunes. Ouais. Et puis les ambulances garées devant les cinémas, c'était pas fait pour rassurer non plus. Ah, j'ai pas vu ça. Ah oui, moi aussi, oui. J'ai vu ça à Bordeaux, et c'était affreux. Bon, donc voilà, on peut aller au cinéma, on peut aller à Carcassonne, à la maison, maison hantée. Au musée. Oui, d'accord. Oui. Non, pas le musée de la torture. Il y a une maison hantée où on reproduit l'environnement d'une hantise, avec des apparitions, des choses amusantes. Mais là, c'est une animation. C'est une animation, mais certains ressortent de là tremblants. Oui. Je les ai vus. D'accord. Et donc voilà. Mais quand on va s'intéresser donc au phénomène de la réalité, la télépathie, la prémonition, la psychokinèse, tout ça en tant que tel, ou dans un contexte poltergeist, ou dans un contexte maison hantée, apparition, quand on voit un parent, moi je sais pas, si je voyais un parent défunt devant moi, je crois pas que j'aurais peur. Je le remercierais de passer me faire une visite. En aucun cas je n'aurais peur. Tout ça correspond à des phénomènes qui sont définis comme naturels. Un scientifique va, des gens vont observer des choses dans la nature, ils vont remarquer que de temps en temps ils voient un défunt, de temps en temps un objet se déplace, ou ils prévoient que leur ami machin va leur téléphoner à l'instant, et ça se produit. Donc on a un certain nombre d'observations de ce type-là qui donnent naissance à des interrogations, qui donnent ensuite naissance à des réflexions et à des investigations scientifiques. Et là, on est dans des phénomènes qui sont tout à fait naturels, que un tas de monde vit au quotidien. Donc, aucune raison absolument d'avoir peur. Voilà, Adélaïde, te voilà rassurée, et vous qui nous écoutez, je l'espère aussi. Accueillons sans plus tarder notre premier témoin. Il s'agit de Sylvie qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors, ma chère Sylvie, vous êtes déjà intervenue dans cette émission pour nous relater ce que vous aviez vécu dans votre maison. On en avait très largement discuté ensemble, et puis lors d'une conversation suite à votre témoignage, vous m'aviez dit que vous avez vécu d'autres choses. Et alors, avant de parler de ce que vous avez vécu dans une autre mission, dans une autre maison, parlons un petit peu de votre jeunesse. Vous étiez parisienne, si je crois. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Je suis parisienne. Il y a très peu de temps, en fin de compte, je suis dans le Lot-et-Garonne, à savoir 6 ans. Donc, j'ai vécu, j'ai passé mon enfance, et mon adolescence et ma vie d'étudiante, entre autres, sur Paris. Et je pense que vous voulez en arriver au point où, lorsque j'étais étudiante à Paris et que je m'amusais dans le métro. Voilà, alors. Je vous ai un peu relaté. Racontez-nous un petit peu à quoi vous vous amusiez dans le métro, justement. Alors, comme tout le monde le sait, dans le métro, il y a énormément de personnes, et lorsqu'on prend le métro à heure régulière, tous les jours, on rencontre très fréquemment les mêmes personnes. Et un petit fait, c'est que je m'amusais, moi, à regarder les gens et essayer de leur faire faire des choses. De leur suggérer de faire quelque chose. Voilà. Mentalement, hein.
Tout à fait. Ouais. En l'occurrence, bon, il y avait un monsieur qui, tous les matins, se mettait, essayait tout du moins de se mettre toujours à la même place. Ouais. Et donc, il était toujours en train de bouquiner. Il avait toujours un livre pour lire. Et donc, très absorbé dans sa lecture. Hein. Je veux dire, bon... Pour ceux qui ont déjà pris le métro parisien, bon, on s'occupe pas de ce que fait le voisin. Ah, complètement. Ça, oui, ça, malheureusement, non. Oui, malheureusement, non. Oui. Et donc, bon, un jour, je me suis dit, bon, ben tiens, cette personne, je vais vraiment essayer de lui faire quelque chose, parce qu'il était toujours absorbé dans son bouquin. Mm-hmm. Et donc, je me suis vraiment fixée sur lui, je me suis concentrée sur lui et je me suis dit, je vais essayer, puisque je savais à quelle station de métro il descendait, à force de le voir tous les jours. Donc vous saviez combien de temps vous aviez, quoi, en voilà, gros. Hein. Entre autres. Donc je me suis bien concentrée sur lui et je me suis dit, je vais essayer de le faire descendre la station d'avant. Ah, carrément. Oui, carrément. C'est pas cool, ça, parce que... D'accord. C'est un peu taquin, mais enfin, oui. Et donc, j'ai essayé une première matinée, un premier matin, ça n'a pas fonctionné. Oui. Et donc, le jour suivant, je me suis dit, tiens, je vais réitérer. Et je me suis à nouveau concentrée sur ce monsieur qui était en train de lire. Et cette fois-ci, j'ai réussi. Et on est arrivé à la station, donc... Juste avant celle où il devait descendre? Celle où il devait descendre, oui, avant. Oui. Et là, précipitamment, un peu comme pris de panique, il faut que je descende. Paf, il a fermé son bouquin, il est descendu. Et arrivé sur le quai, il s'est rendu compte que c'était pas là. Et vite. Il est remonté dans le métro. Donc, j'ai trouvé ça assez amusant. Quoi. Et ça vous a fait rire, en plus? Oui. C'est pas méchant. Non, bien sûr que non. Non. Et est-ce que vous avez fait comme ça d'autres expériences? Oui, dans le métro, oui, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Bon, justement, je me suis amusée à faire se lever les gens comme ça, et puis en fin de compte, ils se levaient alors qu'ils descendaient pas à cette station-là. Et parfois, ils attendaient une station ou deux avant de descendre. Oui. Ça marchait souvent? J'ai eu l'impression que plus je le faisais, plus ça fonctionnait. Ah oui. Mais bon, sur des petites choses, style une personne qui avait ses lunettes sur le nez, je me disais tiens, il va les enlever et puis il va les remettre après. Et bon, j'arrivais à le faire des petits trucs. Bon, c'est tout bête. Bon, alors maintenant, on peut dire aussi c'est une coïncidence. Bon, je sais pas. Voilà. Bon, toujours est-il que moi je m'amusais beaucoup avec ça. Oui. Mais alors, comment est-ce que vous procédiez justement? Est-ce que vous fixiez un point précis? Je sais pas, la nuque, la tête en règle générale. Fréquemment la nuque, oui. Ouais. Ça fonctionnait beaucoup mieux si j'arrivais à voir la nuque de votre cible, dans mon quoi. sillage. Oui. Oui. Regarder les personnes de face, c'était beaucoup plus difficile puisque ils s'en aperçoivent. Les personnes me regardaient, puis moi je me trouvais un peu mal à l'aise, quoi. Oui, évidemment. C'est comme ça. Ce qui fait que le fait est que de les regarder par derrière, ça fonctionnait beaucoup mieux. Bien souvent, même les personnes se retournaient. Ah oui. Ça nous est tous arrivé, avoir la sensation que quelqu'un vous observe comme ça, avec attention, et puis c'est, oui. Donc c'est vrai. Fréquemment, les personnes se retournaient. Et là, j'essayais de détourner le regard parce que ça y est, je me suis fait repérer. Et vous, est-ce que vous avez constaté un laps de temps qu'il fallait pour réussir votre entreprise, votre expérience? C'était quand même rapide, hein. On va dire aux alentours d'une minute, quoi, une minute et demie. Ah oui, c'est très court, effectivement. Oui. Même pas le temps entre deux stations de métro, quoi. Voilà. Oui, c'était très rapide. À part la personne qui était vraiment concentrée dans son bouquin, là, où lui, ça n'a pas fonctionné le premier coup, et c'est pour ça que le lendemain, j'ai recommencé. Ouais. Je ne l'ai pas fait tous les jours, hein, quand même. Est-ce que vous vous êtes amusé à reproduire cet exercice, mais ailleurs que dans le métro, dans le cadre de votre travail, je ne sais pas moi, sur des amis, des choses comme ça? Oui, ça m'est aussi arrivé dans le travail, parce que après être étudiante, un jour ou l'autre, je me suis mis à travailler. Bien sûr. J'étais dessinatrice publicitaire et on avait des grands studios où on était pas mal de dessinateurs.
Et oui, on était un peu comme à l'école, hein, chacun sur sa planche. Oui, aligné, c'est ça, oui. Et bon, c'est vrai qu'aussi, là, je me suis amusée à essayer des choses pas gentilles aussi que j'ai faites. Bon, à l'époque, on travaillait avec des rotrings, hein, ce sont des stylos dessin à encre voilà, avec une mine tubulaire, oui. Voilà, tout à fait. Des petits tubes très très fins, oui. Très très fins, et bon, les documents que l'on faisait, bon, il fallait qu'ils soient vraiment d'une netteté irréprochable. Et parfois, je me concentrais justement sur le rotring d'un autre dessinateur et je lui fais faire des pâtés. C'est pas gentil. Ah, ça, c'est pas cool, ça. C'est pas cool, mais bon, ça fonctionnait. Alors bon, parfois, je me suis dit, bon, allez, arrête, c'est pas toi qui produit ça, quoi. Ça, quoi. Mais bon, toujours est-il qu'à chaque fois, je me suis amusée, entre guillemets, à faire des choses comme ça. Bon, il se passait quelque chose, quoi. Et après, ce que j'ai fait, c'était sur mon plus jeune fils. Alors là, j'ai vraiment... Là, je me suis dit, non, il n'y a pas de souci, c'est toi qui le fais. C'est parce que, bon, mon fils était extrêmement réceptif. Oui. Et très petit, bon, quand il était petit, et je m'amusais, entre guillemets, à le regarder jouer. Et puis arrivé un moment, je lui disais par télépathie, viens me faire un câlin. Et il s'arrêtait de jouer, il venait vers moi, il venait me faire un câlin. Ou alors je lui demandais de ranger ses jouets, comme ça, je le faisais... Je le commandais par télépathie. Et ça fonctionnait ? Ça fonctionnait à tous les coups, oui. Et même, pour exemple, j'étais très amie avec la directrice de la maternelle où il était. Et il m'arrivait fréquemment de passer dans la journée, parce que je l'aidais aussi à faire des activités manuelles avec les enfants. Oui. Et je passais à l'école et les enfants étaient dans la cour de récréation, donc mon fils mélangeait avec tous les autres enfants en train de jouer. Bien sûr, oui. Et donc, il avait absolument pas conscience que j'étais là, il me voyait pas, j'étais derrière une vitre, donc, puis il savait pas que je devais passer à l'école, donc il n'avait aucune raison de me chercher, quoi. Et dès que je le repérais dans la cour, je le regardais, et au bout de quelques secondes, là c'était, on va dire 10 à 15 secondes, il s'arrêtait de jouer, net, et il se dirigeait vers l'endroit où j'étais. Ah oui. Il venait à ma rencontre, comme ça. Oui. Alors qu'il était bien en train de jouer avec ses petits camarades, vraiment très occupé. Hein, et là, il s'arrêtait net, et il venait. Pas mal. Oui. Oui, pas mal. Et ça s'est arrêté avec le temps, je veux dire, quand votre fils a grandi, ça a moins fonctionné. Non, c'est moi qui ai arrêté de faire ça parce que mon fils devenait somnambule et très fréquemment, donc la nuit, il venait me retrouver je me suis un peu fait peur. Je me suis dit, attends, c'est peut-être toi qui es en train de le perturber. Donc, le fait qu'il me fasse des crises de somnambulisme a fait que j'ai arrêté de faire de la télépathie sur lui. Oui. Oui, j'imagine. C'est stop et tout, et puis tout est rentré dans l'ordre. Oui. Et vous n'avez pas réessayé depuis ? Ah si. Après, c'est tentant quand même. C'est tentant. On va dire dans la vie de tous les jours, non, j'ai laissé tomber. Enfin, je l'ai pas fait. J'ai arrêté. Et puis, mon fils grandissant, il y avait l'angoisse des contrôles quand il était au collège, ainsi de suite, les examens après. Et c'est vrai que, point de vue études, j'ai deux fils, hein, mais j'ai surtout fait de la télépathie avec le plus jeune. Et donc, lors de contrôle, d'examen et tout, il y a toujours la petite angoisse, il y a toujours un sujet qu'on sait mieux qu'un autre. Bien sûr. Et il est vrai que, alors est-ce que c'est ça qui a fonctionné, est-ce que c'est pas ça, je sais pas, mais à chaque fois qu'ils avaient un contrôle ou un examen, je reprenais leur cours et je savais donc le sujet, on va dire, qu'ils connaissaient le mieux, je me concentrais bien dessus et on va dire, à 90%, à chaque fois, il tombait sur le sujet qu'il connaissait bien. Ah, c'est vachement pratique, ça. Je sais pas si vraiment c'est j'ai des doutes sur ce que j'ai, entre guillemets, réussi à faire, mais je sais que je l'ai fait et ça a fonctionné, quoi. Donc, pourquoi, comment, je sais pas, voilà.
Ah oui, c'est très 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 pratique ça. En tout cas, pour eux, je pense que ça l'a été. Oui, et vous leur avez dit ou vous ne leur disiez pas? Non, je leur disais pas. J'aurais dit beaucoup plus tard. Oui. Oui, parce que c'est trop facile. Ah bah oui. Maman, concentre-toi là-dessus, je bosse que là-dessus, puis bon, voilà, après... Non. D'accord. Bon, mais maintenant, je sais pas si c'est moi qui ai fait quelque chose. Eh bien justement, on va se poser la question. Sylvie, vous restez avec nous, on s'accorde une pause et ensuite on retrouve Renaud Évrard et Pierre Massias pour discuter un petit peu autour de ces expériences assez sympas d'ailleurs auxquelles que vous avez menées dans le métro et ensuite avec vos enfants. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de notre premier témoin, Sylvie du Lot-et-Garonne. Alors je vous rappelle que si vous aussi vous avez vécu un phénomène paranormal et que vous posez des questions, bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange avec Sud Radio en compagnie de Pierre Massias et Renaud Évrard. Vous nous appelez au 0826 300 300 puisque Mourad est au standard et il vous accueillera et ensuite vous passerez à l'antenne ou vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Pierre, alors, que penses-tu de ces expériences auxquelles s'est livrée Sylvie dans le métro d'abord et ensuite avec son fils? Alors là, ça marchait visiblement vraiment bien. Oui, vraiment bien avec son fils, de la famille, la relation mère-enfant, qui favorise le contact. Ouais. On est là tout à fait dans le cadre du psy dans la vie de tous les jours. On se dit, tous les chercheurs sont conscients que le psy va émerger, va apparaître vraiment dans toutes les circonstances de la vie courante. Le problème, c'est d'aller le chercher à ce moment-là, de le mesurer, de maîtriser un petit peu les circonstances pour effectivement le déceler. C'est assez compliqué. Mais justement, le cas de Sylvie fait référence, fait penser immédiatement à Rupert Sheldrake, qui lui avait commencé ses expérimentations avec les chiens qui reviennent à la maison et qui avait suivi très rapidement après avec la sensation d'être observé. Donc, typiquement, c'était ça. C'était on regarde dans la rue ou dans le métro quelqu'un dans la nuque et cette personne se retourne plus souvent que ce qu'on pourrait attendre. D'ailleurs... Et on l'a tous ressenti, cette sensation comme ça de regard insistant. Et on se retourne pour d'ailleurs, je me suis retourné. C'est intelligent. Non, il n'y a personne derrière. Oui, tout à fait. Tous les chercheurs en parlent, même Dean Radin en a parlé dans son livre, en citant un taux de réussite de l'ordre dans des expérimentations. Un taux de réussite de l'ordre de 63% au lieu de 50% attendu dans les conditions d'expérimentation, ce qui donnait une probabilité faramineuse de l'ordre de 4 millions de chances contre une pour que ce soit dû au hasard. Donc vraiment, on mesurait là quelque chose. Cette sensation, cet effet, manifestement, se produit. Oui, alors il y a ça, mais en même temps, comme le dit Sylvie, comme elle nous l'a dit, faire quelque chose à quelqu'un à son insu. Comme ce pauvre monsieur qu'elle a fait descendre à la station avant la station où il descendait d'habitude. Là, c'est de la suggestion. Alors, c'est de la suggestion, mais attention, ce qu'on va constater, c'est que Sylvie essaye de produire un effet qui est de descendre une station avant. Mais on voit la personne descendre une station avant, on se dit elle a réussi, mais on ne sait pas expliquer la relation exacte qu'il y a eu entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'elle l'a obligé, entre guillemets, à descendre, ou est-ce qu'elle a créé les conditions favorables pour que cette personne croit que c'était sa station. Oui, parce qu'il est rentré tout de suite après. Immédiatement, il s'en aperçoit. Je me suis planté. Ça me fait penser tout à fait à des notions d'hypnose, où on dit souvent que, des gens disent qu'on peut influencer, faire n'importe quoi à quelqu'un sous hypnose, et ça, c'est une aberration pure et simple. On va
on ne pourra pas faire quelque chose à quelqu'un sous hypnose s'il n'est pas consentant, s'il ne serait pas, grosso modo, s'il ne serait pas consentant dans son état normal. D'accord. Oui, Par contre, on arrive à lui faire des choses si on le met dans des conditions telles qu'il va croire ces choses nécessaires. Oui. C'est-à-dire que si quelqu'un qu'on amène sur scène, on va lui dire il fait très très froid ou il fait très très chaud. Oui. On lui dit déshabillez-vous, la personne va refuser de le faire simplement par pudeur. Bien sûr. Si c'est une dame en plus, elle va absolument refuser d'enlever sa chemise. Par contre, si on lui dit il fait chaud, on exclut le contexte de la scène évidemment. Dans la relation hypnotiseur-hypnotisé, la scène n'existe plus. La personne va se dévêtir tout à fait naturellement. Parce qu'il fait très chaud, tout simplement. Bon, mais ça veut dire qu'on peut arriver à faire des petites choses, non pas parce qu'on les a ordonnées, mais parce qu'on en a induit l'idée. Et de toute manière, ça va rester quand même dans l'hypnotisé conserve toujours sa maîtrise. Son libre arbitre, oui, d'accord. Oui, il faut quand même atteindre des seuils d'hypnose, de profondeur d'hypnose, pour vraiment que la personne soit complètement soumise, entre guillemets. Oui, d'accord. Là encore, j'utilise les guillemets pour le terme soumis. Donc là, on peut très bien se trouver dans cette situation-là où Sylvie n'a pas obligé la personne à descendre une station à voir, mais pourrait très bien lui avoir fait croire que elle était arrivée à sa station. Voilà. Donc c'est possible, quoi, ce genre de suggestion comme ça. Tout à fait. Mais j'insiste un petit peu sur le fait que on ne va pas pouvoir commander n'importe quoi, n'importe qui. Oui. C'est ça me paraît très important. Et en fait, j'insiste là-dessus parce que une fois, un avocat m'avait contacté pour me demander, mais justement, est-ce que mon client, justement, en justice, qui entend des voix, est-ce que il a pu être influencé par quelqu'un pour lui faire commettre des actes délictueux? Et là, évidemment, d'une part, le thème du paranormal, de la parapsychologie va être difficilement abordable en cours de justice, mais d'autre part, un individu garde toujours quand même son libre arbitre. Oui. Et là, s'il entendait des voix, ça ressemble plus à la schizophrénie qu'à autre chose. On peut y penser. Renaud Évrard, d'abord, avez-vous entendu, parce que je sais qu'il y a eu une petite coupure, à un moment vous nous avez quittés, mais on vous a rattrapé, avez-vous pu entendre la totalité du témoignage de Sylvie? Justement, pas la totalité, non, mais je crois que j'ai perçu bien les grandes lignes, un peu sur le métro, un peu sur la relation avec le fils, et donc la thématique générale de la suggestion mentale à distance. Alors, qu'en pensez-vous de la suggestion mentale à distance, justement? J'aimerais faire un petit peu d'historique. Il faut savoir que c'est pas une idée totalement comme ça en l'air qu'on n'a jamais étudiée. C'est même, on pourrait dire, les premières recherches en psychologie sont parties là-dessus, avec Pierre Janet, avec Louis, avec Charles Richet. Il y en a quand même beaucoup de recherches sur cette suggestion mentale à distance, dans un modèle de l'hypnose. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... ensuite, c'est parti, on n'a pas vraiment abouti. Puis il y a eu un nouveau intérêt là-dessus en Russie, beaucoup, parce qu'ils voulaient faire un usage parfois même négatif, immoral de cette suggestion mentale à distance. Oui, pour leurs espions, par exemple, quoi. Voilà, et puis pour mettre la pression sur des hommes politiques ou ils imaginaient en fait finalement un pouvoir sans limite sur autrui. Et donc là, c'est vrai que ce pouvoir sans limite, ce serait une idée, comme vous avez dit, un peu schizophrénique, même c'est quasiment beaucoup de schizophrènes nous rapportent ça, cette idée de pouvoir influencer à distance et en même temps d'être influencés eux-mêmes à distance. Mais là, dans notre cas avec Sylvie, elle doute quand même, elle doute que c'est elle, et c'est vrai que moi, je partagerais son doute en fait. Ah bon? Pierre a dit que finalement la limite, ce serait que l'autre consente finalement à accéder à notre suggestion, et ce serait en fait cette limite du libre arbitre. Mais c'est vrai que c'est pas... Je pense qu'il y a encore d'autres questions à se poser dans les cas qui ont été donnés. On ne sait pas, par exemple, sur la personne qui doit descendre à l'arrêt, si finalement ce que Sylvie a perçu, c'est pas quelque chose de prémonitoire qui serait interprété par elle comme quelque chose finalement d'influence. Oui, et là, il y a déjà peut-être quelque chose. Même chose dans le cas où elle dit influencer le choix de l'examen pour son fils. En quoi on ne peut pas penser que c'est son fils qui choisit son examen par rapport à ses propres
c'est propre volonté finalement. Ah oui. Vous voyez, il y a encore d'autres fois où on peut réfléchir et trouver d'autres interprétations. Mais ce qui est d'une manière générale, et puis ça on le voit avec le modèle de Lucadou, c'est que quand on est pris dedans, on a toujours l'impression que le phénomène ci c'est une influence de A sur B. C'est toujours cette impression d'influence qu'on a, mais donc beaucoup de modèles, depuis Rhine, c'est l'influence de l'esprit sur la matière, la psychokinèse est définie comme ça, mais finalement quand on fait les expériences et puis les modèles théoriques récents, diraient que cette influence, elle n'est pas sûre. C'est pas sûr que ce soit vraiment une influence. Certes, on le perçoit comme ça, qu'on est pris dedans, mais de l'extérieur, ça nous paraît comme une coïncidence significative, certes, mais pas forcément une influence. Parce que c'est quelque chose de très déterminé en physique. Une influence énergétique ou quelque chose, c'est vraiment quelque chose au niveau du contrôle. Et là, non. Je suis pas sûr que ça tienne, ça. Ouais, vous n'êtes pas tout à fait d'accord tous les deux, Pierre et Renaud. Mais c'est intéressant. Ouais. Ce n'est pas qu'on n'est pas tout à fait d'accord, c'est qu'on a abordé la chose sous différents points de vue. Les uns sont, enfin, le point de vue de Renaud est tout à fait, je l'accepte volontiers, tout à fait. Oui, avec des arguments tout à fait recevables, on est d'accord. Oui, on est dans un contexte où il est difficile de dire c'est ça. Ouais, donc on va émettre un certain nombre d'hypothèses. Ouais. Maintenant pendant que Renaud parlait, je pensais à Wolf Messing. Qui est-ce? Un médium, on va dire, un sujet psy soviétique à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque de Staline même. Dont l'histoire disait qu'il avait réussi à s'introduire dans la datcha de Staline. D'accord. En fait, c'était une époque de guerre froide aussi. Donc les uns et les autres cherchaient à tester ce qu'ils pouvaient faire avec la parapsychologie. Et on avait demandé à Wolf Messing donc de pénétrer, alors qu'il n'avait aucun... Non, physiquement. Alors qu'il n'avait aucun passe-droit particulier dans la datcha de Staline. Ouais. Donc Messing se présente à l'entrée devant les gardes et fait croire aux gardes que en fait il est l'un des responsables de la sécurité de Staline. Et puis on lui ouvre les portes, il rentre et de fil en aiguille, en passant chaque poste de contrôle, toujours en faisant croire qu'il est ce haut responsable militaire. Il en arrive à se présenter devant Monsieur Staline. Enfin oui, Monsieur devant Staline, quoi, on va dire. Voilà. Ouais. Donc bonjour Monsieur. Enfin, on imagine un petit peu. Ouais. Bon, là, il s'agit. On peut plus parler de prémonition. On peut plus parler. Là, il s'agit réellement de suggestion, vraiment. Suggestion. Ouais. Très intéressant. Bon, avez-vous utilisé votre capacité, Sylvie, pour aller voir Jacques Chirac ou quelqu'un de haut placé? Ça va pas traverser l'esprit. Ça ne vous a pas tenté. Fort bien. Non. Alors, en revanche, ma chère Sylvie, passons à un phénomène, parce que vous nous avez appelé la première fois pour une histoire dans votre maison. Qui a été résolue finalement. Oui. Alors, vous avez vécu précédemment, vous en êtes souvenu après, une autre histoire dans une autre maison, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand je suis arrivée dans le Lot-et-Garonne, j'ai donc cherché un logement. Oui. Et j'ai trouvé quelque chose de très très sympa. C'était à Mézin, je vais citer le village, c'est vraiment très joli. Et donc c'est un vieux village. J'ai trouvé une maison super sympa dans la mesure où on a l'entrée, donc au rez-de-chaussée, et chaque pièce est un niveau. Vous montez quelques marches, vous avez une pièce, vous remontez encore une dizaine de marches. Toutes les pièces sont empilées, si vous voulez. Ah oui, c'est très amusant, oui, d'accord. Voilà, c'est assez sympa. Donc, j'ai visité cet appartement. Bon, ça m'a plu. Voilà, je suis rentrée dedans. Et donc je m'étais mis d'accord avec le propriétaire parce que bon, il était un peu tristounet cet appartement. Moi, j'aime bien la couleur, j'aime bien. Donc, il avait besoin d'un peu d'être rafraîchi, donc on avait fait un petit deal. Je lui ai dit je remets tout ça en état, je refais les peintures, les papiers et tout, puis bon, pendant 3 mois je fais pas de loyer, quoi. Ok, pas de problème, donc ça passe comme ça. Il me fait, si vous avez un problème pour les travaux, vous m'appelez, enfin bon.
Et donc cet appartement, j'y suis restée pendant un mois, donc pas de problème. J'ai commencé mes travaux de peinture, rafraîchissement. Et puis un matin, je descends pour mettre mes chaussures, parce qu'à l'entrée, donc j'avais mis un meuble pour y mettre mes chaussures. Dès que je rentrais, je mettais mes chaussures, puis après je montais. J'enfile mes chaussures et mes chaussures étaient pleines d'eau. J'ai dit bon, mais voilà-t-il pas que peut-être quelqu'un a les clés qui s'est amusé, rentré, m'a rempli les chaussures d'eau. Je me suis dit là. Mais pleine d'eau vraiment Ah oui, il y avait. Il y avait de l'eau. Quand je suis rentrée dedans, j'avais chlouc. D'accord. C'était pas humide. Il y avait de l'eau dans les chaussures. Oui. Hein, j'ai retourné la chaussure, l'eau a coulé. Ah oui, effectivement, d'accord. Voilà. Oui. C'était pas de l'humidité, c'était de l'eau dans les chaussures. Oui. Bon. Et donc j'ai donc repris une autre paire de chaussures parce que je devais aller travailler. À l'époque, j'avais un magasin, donc je devais ouvrir mon magasin. Il fallait quand même que je parte. Je prends une autre paire de chaussures dans le même état. Non, là, il y a vraiment un problème. Et je tire le meuble donc où j'avais mes chaussures de rangée dans cette entrée et je m'aperçois que le meuble derrière était tout mouillé, ainsi que le lambris qui était contre le mur. C'était une maison, une vieille maison en pierre avec à mi-hauteur du lambris. Hein, mais, oui. Pas le lambris d'aujourd'hui. Hein, oui, tout à fait. Oui. Et je m'aperçois aussi que c'était mouillé là, donc j'appelle donc le propriétaire parce que je me dis là il y a quand même un problème. J'appelle le propriétaire, je lui explique, il me fait mais c'est pas possible, il n'y a pas l'eau qui passe à cet endroit-là. Je sais pas, écoutez, peut-être, mais enfin voilà, moi je vous dis ce qui m'arrive ce matin. Donc il arrive, il habitait pas très loin, il me fait bon pas de problème, j'arrive. Il arrive et la première chose qu'il a fait, il a commencé à tout arracher le lambris qui était contre le mur. Pour voir ce qu'il y a derrière, s'il y avait une infiltration, quelque chose comme ça. Oui. C'était pas un problème d'humidité, banal. Donc il a défait le lambris et puis là, derrière le lambris, rien, la pierre était sèche. Alors, là, je comprends pas, je fais moi encore moins, je sais pas. Donc par acquis de conscience, on est quand même allé chez les voisins, voir s'il n'y avait pas une canalisation qui passait, mais bon, il n'y avait rien. Et donc on ne s'est pas expliqué la raison pour laquelle il y avait de l'eau dans les chaussures. Et ça s'est reproduit ensuite ou c'était la seule fois où ça s'est pas reproduit parce que en fin de compte, j'ai très vite déménagé. Donc mes chaussures, je les ai montées dans la pièce qui était au-dessus, à savoir la cuisine. Oui. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie que ça m'arrive tous les matins comme ça. Non, c'est clair. Et puis bon, les chaussures, voilà. J'apprécie pas forcément non plus. Et par contre, il y a eu d'autres petits événements qui m'ont incité quand même à partir, à quitter cette maison. Donc j'avais ma chienne et elle n'a jamais voulu rentrer dans la salle à manger. La salle à manger, donc c'était la dernière pièce qui était empilée, colimaçon comme ça, et qui donnait donc sur la place du village. Alors les fenêtres donc donnaient derrière l'église et l'architecture de ce bâtiment était un peu spéciale, à savoir qu'il y a des arcades au rez-de-chaussée. Oui. Et donc l'étage supérieur repose sur les arcades, ce qui fait qu'en dessous on a un couloir, on a une galerie où sont des commerces. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc on a tous les piliers d'arcade comme ça. D'accord. Oui. Et donc ma salle à manger donnait sur le dernier pilier. Oui. Donc il correspondait à l'angle de la salle à manger. La place d'une bastide, quoi. Pardon ? La place d'une bastide. Voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc, je me suis un peu posé des questions sur cette maison. Donc, ma chienne ne voulait absolument pas rentrer dans la chambre, dans la salle à manger. Dans la salle à manger. Et alors, moi, j'ai mis ça sur le compte qu'au-dessus, il y avait un pigeonnier. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle aime pas les pigeons, mais enfin, je vais pas chercher plus loin, elle veut pas rentrer dans la pièce, tant pis, elle reste sur le seuil de la porte, c'est tout. Mais elle grognait quand même, quand elle était devant cette porte, elle grognait. Mais bon.
Et donc je me suis renseignée sur cette maison et en fin de compte il en est ressorti que cette maison aurait été le logement du bourreau et que la dernière arcade, donc le poteau servait de pilori. Ah, d'accord. Et quand j'ai appris ça, vu les petits événements qui se passaient, c'était pas forcément agréable. Oui. Et bien, j'ai eu l'opportunité d'avoir un autre logement, donc voilà, je l'ai quitté. Et vous avez acheté cette maison peut-être, ou un petit peu plus tard, où il y Voilà, avait un petit peu plus tard. cet escalier en colimaçon où il y avait un courant d'air frais, alors que rien ne le laissait prévoir Voilà, il y avait ce courant d'air frais. Il n'y avait aucune raison. Voilà. Il y avait quand même de l'air dans l'escalier. Et les bougies que vous aviez allumées, la flamme ne vacillait pas alors qu'il y avait ce courant d'air frais. Voilà. Et votre chienne refusait de monter cet escalier sans vous. Voilà, tout à fait. C'était ça. Vous collectionnez les choses bizarres, hein, ma chère Sylvie. Oui. Faut reconnaître. C'est vrai que quand quand je gratte un peu dans ma mémoire, dans tous les petits faits qui m'arrivent, pratiquement quotidiennement, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui m'arrivent comme ça et sur le coup, j'y porte pas attention. Puis après, je me dis, mais tiens, au fait... C'est un petit peu bizarre quand même. Ouais. Alors, vous restez avec nous une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Renaud Évrard et Pierre Massias. Le temps pour moi de vous rappeler que si vous voulez réécouter les autres émissions des Aventuriers de l'étrange, eh bien, je vous invite à vous rendre et à les télécharger sur le site psiland.org, psiland.org. Vous avez à disposition toutes les émissions depuis avril 2006 jusqu'à celle de ce week-end. Vous pouvez les télécharger, elles sont en format MP3. Vous pouvez les écouter sur votre ordinateur ou les télécharger et les écouter sur votre lecteur MP3 ou sur votre iPod. 0826 300 300, c'est le standard pour nous contacter, ou par SMS, sud, un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. L'analyse de ce que vient de nous raconter Sylvie dans quelques instants et ensuite nous aurons Francis de Gironde qui lui a vécu quelque chose de très particulier dans un château. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Avec vos SMS au 71 200, dont un avec beaucoup d'humour. C'est vrai que certains parmi vous ont beaucoup d'humour et j'aime vraiment beaucoup ce SMS qui dit j'arrive à déplacer la grande aiguille d'une montre de 30 degrés, ça me prend 5 minutes. Moi, je réussis à faire la même chose de 60 degrés, mais ça me prend 10 minutes en revanche. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Bravo à celui ou celle qui a envoyé ce SMS. C'est vraiment très très drôle. Je crois que je la ressortirai un de ces quatre. Un Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? C'est joli comme cas quand même de... Ah oui. Ils sont gentils. Ça me fait beaucoup rire ça. Bon Renaud, vous avez écouté attentivement le témoignage de Sylvie. Qu'en pensez-vous alors? C'est vrai que comme vous avez dit... Sylvie a tendance à cumuler. Hein. Oui, elle collectionne même. Oui, même collectionne. Et justement, moi, à ce moment-là, ça me fait un peu penser qu'il y a peut-être une sorte de grille interprétative qui fait que n'importe quel phénomène peut rentrer là-dedans. Et c'est un peu le reproche ou la critique que je lui avais fait la dernière fois par rapport, par exemple, au comportement étrange du chien. Oui, voilà, tout à fait. Toujours très subjectif. Qu'est-ce qui est étrange pour un chien? Finalement, c'est très projectif même. Et dans ce cas-là de la maison, ce qui moi m'a un peu surpris, c'est l'épisode de l'eau en fait, de la chose mouillée avec la pierre qui n'était pas mouillée derrière. Ouais. Là, je me suis dit mais finalement on n'a peut-être pas poussé l'enquête assez loin parce que certes c'est inexpliqué, mais ça m'a l'air très très matériel et sans aucun sens à prendre au-delà quoi. Mais bon. Ah oui. Il n'y avait pas de canalisation, il n'y avait pas d'infiltration d'eau. Non, il n'y avait strictement rien. Pour qu'il y ait de la condensation à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il y ait une sacrée condensation quand même. Il y a encore pour arriver. Pour remplir les chaussures d'eau, oui. Oui, ça paraît assez. Non, enfin, c'est vrai qu'il aurait fallu une investigation beaucoup plus poussée. Je suis d'accord avec vous, Renaud. Oui, moi aussi, mais bon, malheureusement, je ne l'ai pas faite parce que peut-être que j'ai voulu. Partir, en fin de compte. Vous aviez pas le temps. Oui. Non, mais ça coûte cher parfois aussi. On peut pas faire des enquêtes poussées. Enfin, on n'est pas tous parapsychologues de terrain, quoi. Enfin, c'est un peu ça la chose. Et donc, bon, à côté de ça, justement, c'est comme la dernière fois. Il y a un phénomène, inexpliqué, mais
qui reste encore à déterminer. Et puis derrière se rajoute donc l'histoire autour du comportement du chien et l'histoire de la maison, qui est ce coup très précise. Et à chaque fois, l'enquête que mène Sylvie est brillante, parce que plutôt rigoureuse dans sa manière de faire. Mais là, on arrive à cumuler des choses qui, en elles-mêmes, sont permettent pas de décider. Et puis, tout ensemble, on a une impression de maison hantée, quoi. Oui, un petit peu quand même. La maison du bourreau. Voilà, c'est ça. Ouais. Le dernier pilier avec le poteau, c'était celui du pilori. Enfin bon, il y a des choses. Oui, il y a plein d'éléments, c'est sûr, mais c'est difficile de conclure, je dirais. C'est vrai que comme peuvent le pensent même sûrement certains auditeurs et auditrices, il y a de mauvaises vibrations dans cette maison, quoi. C'est l'ancienne maison du bourreau. Poids. Ouais, bien sûr. Pierre. Moi, malheureusement, je n'ai pas les moyens de pousser mes investigations plus loin, quoi. J'imagine. Avec les informations que je peux récolter. Et votre ressenti, évidemment. Et mon ressenti, et puis voilà, quoi. Oui, tout à fait. Pierre. Oui, j'aimerais demander à Sylvie si elle peut nous transmettre les coordonnées de la maison hors antenne, évidemment. Ah, tu as envie d'y aller faire un détour? Au moins de passer un petit coup de fil pour les habitants actuels. Oui, je peux vous donner les coordonnées du propriétaire sans aucun problème. Ah oui, ça peut être sympa. On va lui passer un petit coup de fil. Voir si les locataires actuels se sont plaints de quelques phénomènes comme ça. Ce serait intéressant. Tout à fait, oui. Pour la présence d'eau dans les chaussures, bon là on sait pas trop si on est dans un cas, à mon sens, hantise poltergeist, dans la mesure où vous vivez quand même pas mal de choses. Vous êtes peut-être plus susceptible de ressentir des choses. On ferait rentrer les phénomènes ces phénomènes-là de la maison plutôt personnellement dans la notion de poltergeist. Et pour la présence de l'eau, c'est vrai que c'est excessivement rare dans les cas de poltergeist, mais ça existe. Il y a des témoignages. J'aurais du mal à en citer là maintenant précisément avec des références précises, mais je me souviens d'un témoignage qui a dû faire l'objet d'une investigation aux États-Unis. Ou dans une maison, dans une pièce en particulier, les gens se retrouvaient face à face avec une hauteur d'eau de 1 mètre. Ah, quand même. C'était rangé dans une catégorie de phénomènes de poltergeist. Et il y a un autre cas qui est le cas de Suzanne au Brésil. J'ai que le prénom en tête. Ce sera sans doute très intéressant de faire quelque chose là-dessus. Où là aussi il y avait présence d'eau sous la forme d'une pluie d'eau du plafond. Dans d'autres cas, 2 phénomènes catégorisés psy, il peut y avoir aussi production d'eau. Dans des cas spontanés, pas de poltergeist, pas directement associé à des poltergeists ou à des hantises, mais disons à des phénomènes qui arrivent comme ça spontanément à des gens qui rapportent donc une production d'eau dans certaines conditions. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais 1 mètre d'eau dans une pièce, c'est quand même... oui, ça fait quand même c'est une belle baignoire. Oui, tout à fait. Ça fait un volume assez conséquent. Mais disons que des cas existent. Je dois avoir des exemples dans mes dossiers et il faudrait que je les ressorte. Bien. C'est très intéressant. Ma chère Sylvie, en tout cas, merci de nous avoir rapporté ces témoignages. Et puis, hors antenne, on compte sur vous par mail sur étrange@sudradio.fr. Vous nous envoyez les coordonnées du propriétaire de cette maison où vous avez vécu pour qu'on le contacte et qu'on suive un petit peu ce dossier pour savoir si les autres locataires qui vous ont suivi ou qui vous ont précédé ont vécu aussi comme ça des choses un petit peu bizarres. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup Sylvie. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Renaud, si jamais parce que là j'anticipe très largement, nous sommes d'accord, mais si jamais les locataires précédents ou les locataires suivants ont aussi vécu des choses bizarres, là on pourrait se poser des questions sur le lieu lui-même. Oui, effectivement, mais les questions qu'on pourrait se poser par rapport à ce lieu-là, c'est par exemple quelle est la personne qui lui a dit que c'était la maison du bourreau, c'est-à-dire si c'est connu de tout le village, si c'est finalement une tradition entretenue, ce serait une sorte d'effet collectif finalement. Oui, c'est ça. Une hantise créée par une rumeur et même fondée, mais une rumeur. Quoi. Oui, tout à fait. Ouais.
Ça pourrait être intéressant. Nous avons notre deuxième témoin qui vient de nous rejoindre. Il s'agit de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Louis. Oui. Bonsoir Madame Évrard. Bonsoir Monsieur Massias. Renaud Évrard, c'est un monsieur. Renaud Évrard, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Mon cher Francis, alors vous habitez en Gironde, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, vous avez vécu quelque chose de particulier, et là, je pense que Renaud pourra nous apporter un éclairage tout à fait intéressant. Oui, si j'arrive à l'entendre, parce que là, oui. C'était il y a pas mal d'années de ça. J'étais avec des amis, visiter le château de Montaigne, et je suis de nature une personne assez nerveuse, très nerveuse, et quand je suis arrivé aux abords du château, j'ai senti comment dire ça, j'arrive pas à définir ce que j'ai senti, mais j'ai senti un calme, une sérénité paisible, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Et on a commencé, on est rentré dans le château, et j'ai commencé à me sentir un peu bizarre. Je connaissais déjà ce château, ces lieux, et on a commencé la visite, et j'ai quitté le groupe, et j'ai quitté le groupe pour aller dans une pièce, et les personnes qui étaient avec moi m'ont dit, mais tu vas où, Francis? Oui. Je dis, je vais à la cuisine. Ah oui, direct, à la cuisine. À la cuisine, et c'est là qu'ils m'ont dit, mais la visite n'a pas commencé. Je dis, oui, mais la cuisine, c'est par là. Et j'y étais, et j'ai ouvert la porte, et je suis rentré dans la cuisine, et en rentrant dans cette pièce, je me suis senti, comment dire ça, chez vous? Chez vous, bien dans cet endroit, alors que c'était la première fois que je mettais les pieds. Pas du tout apeuré, mais calme, très calme. J'étais très détendu. Les personnes même étaient quand même assez étonnées, parce que me connaissant, comprenaient pas pourquoi j'allais directement à cet endroit, pourquoi j'étais calme. Et il y a une personne m'a dit, mais comment t'as su que c'était là? Je dis, j'ai deviné comme ça, le bon sens, le 6e sens. Et on a continué à faire la visite. Oui. Et je me suis senti bien, j'étais l'impression d'être revenu dans un endroit que je connaissais, bien, heureux, très calme, pas du tout énervé. J'ai pas du tout bégayé, j'étais vraiment bien. Et quand on a fini la visite, j'étais redevenu la personne qui était avant de rentrer dans le château, très nerveuse, très speed, alors que c'était la première fois que je mettais les pieds dans le château. Mais une impression de bien-être en rentrant dans le château, une impression vraiment d'être chez moi, de faire partie des meubles, quoi. Ah oui, vraiment, comme oui. Vraiment une impression, mais vraiment de bien-être, de quelqu'un qui avait l'air apaisé, qui était calme, très pas du tout énervé. Et ce qui est étonnant, Francis, c'est que quand vous avez vécu ça, vous-même, ça ne vous a pas surpris. C'est comme si c'était naturel. Non, ça m'a pas surpris. J'ai pas du tout étonné. J'étais bien, très bien. On aurait pu me demander n'importe quoi. Est-ce que je l'aurais fait? C'est un mystère. Mais j'étais très bien. J'étais pas du tout énervé. J'étais heureux d'être là et content d'être là. Ouais. L'impression de revenir à la maison. C'est ça qui est étonnant. C'est cette impression de revenir à la maison. Oui, mais cette impression de calme. Et c'était la première fois que j'allais voir le château, quoi. Ouais. Mais vraiment heureux d'être là et content d'être venu. Et est-ce que ça date d'il y a combien de temps à peu près? Ça date d'une dizaine d'années à peu près. Ouais. Est-ce que depuis vous avez ressenti à nouveau cette impression de calme, de sérénité? Non, absolument pas, parce que pour raison professionnelle, je n'ai pas pu m'y rendre. Ouais.
Non, mais je l'ai fait. Enfin, j'y étais qu'une fois. Mais autrement, non, ça m'est pas arrivé dans d'autres lieux, quoi. Ouais. Ce serait intéressant d'y retourner peut-être tout seul ou accompagné avec des amis pour voir si ça se reproduit, non? Disons que j'en parle à vous, c'est la deuxième fois, parce que la première fois j'en ai parlé assez sérieusement avec des personnes que je croyais être sensées, et comme il faut dire aussi que j'ai un esprit assez rigolé, j'aime bien rire, et quand j'ai raconté cette histoire, enfin ce qui m'était arrivé à ces personnes-là, ils ont cru que c'était une vanne, ils m'ont quoi. pris pour un fou. Ah Ils m'ont bon? dit, mais arrête tes conneries, Francis, c'est pas une plaisanterie. Et je leur ai dit, mais c'est vrai, j'ai senti ça, je me suis senti chez moi, j'étais calme et ils se sont foutus un peu de moi, donc j'ai préféré couper court et j'en ai parlé à personne d'autre. De peur de passer pour un rigolo ou pour un menteur, quoi. Ouais. Et Francis, vous restez avec nous, on fait une pause et on se retrouve avec Renaud Évrard et Pierre Massias pour essayer de comprendre d'abord cette impression de déjà vu, parce que on est beaucoup à l'avoir vécu en arrivant quelque part, et tiens, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ça, mais l'impression de revenir à la maison, de se sentir de retour chez soi, ça, c'est quand même particulier. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler si vous avez vécu quelque chose dont vous pensez que c'est de l'ordre du paranormal. Profitez des spécialistes qui m'accompagnent ce soir. Et vous pouvez également nous envoyer un SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange. Avoir l'impression de revenir chez soi alors que, comme nous l'a raconté Francis il y a quelques minutes, il est arrivé pour visiter le château de Montaigne et il dit tiens, je connais, je suis bien, là je reviens à la maison, et ensuite il est parti directement dans les cuisines parce qu'il savait où c'était, je dirais presque instinctivement. C'est ça, Francis, hein, c'était vraiment instinctif, quoi, sans vous poser de questions. Je vais à la cuisine, c'est par là, je sais où c'est, quoi. Je connais le chemin. Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? C'est une expérience qui doit être très enrichissante, très perturbante en même temps. Là, ce qui fait que l'expérience est un peu plus étrange que d'habitude, c'est que il retrouve les lieux complètement. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui, en rentrant dans certains lieux, ont comme vous avez dit, des sentiments de déjà vu, de déjà vécu en fait, et qui connaissent la maison, mais c'est parfois des impressions, ça ne mène pas forcément à des éléments concrets lors de la visite, quoi. Alors que là, on a quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a? On a deux choses en fait. On a à la fois, il retrouve les lieux, Francis. Hein, bonsoir. Oui, tout à fait. Et de l'autre côté, il y a cet état apaisé et que moi je rapprocherais d'un état de rêve, un état onirique. Et en fait, pourquoi je lis ça ensemble, c'est parce que dans le déjà vu, c'est parfois des rêves prémonitoires aussi. Ça peut se mêler. C'est-à-dire que la nuit d'avant, vous avez fait un rêve où vous voyez dans ce château-là, en prémonitoire, et du coup, quand vous y arrivez, vous y êtes, quoi. Vous y avez déjà été. Oui. Ça, c'est une possibilité. Et la deuxième, c'est aussi qu'il y a dans ce château de Montaigne et dans certains lieux, c'est pas un chez-soi comme n'importe quel chez-soi, on arrive et on trouve dans un château peut-être de quoi satisfaire notre désir d'être un châtelain ou finalement une certaine communion avec un élément de rêve finalement. Et là, du coup, ça se change en réalisation, que je dirais hallucinatoire du désir, même si ce fait que ce soit un peu hallucinatoire facilite finalement les phénomènes psy. Mais le fait que Francis, comme ça, aille directement vers un lieu, en l'occurrence la cuisine, en sachant très bien où c'est, il y va sans se poser de questions et tombe pile sur le lieu qu'il voulait retrouver, entre guillemets. Oui. Ça veut pas dire que c'est que de l'hallucination ou que c'est que du rêve, mais c'est justement dans un état particulier dans lequel il est rentré, où finalement le rêve
rêve et la réalité se sont mélangés, et on sait que le rêve et les états modifiés de conscience facilitent justement des perceptions psy, en fait. Et donc ce serait quelque chose qui vient justement conforter son sentiment de bien-être et d'être bien dans ces lieux et finalement de retrouver des figures comme ça oniriques. Pierre Macias. Oui, Renaud a parfaitement raison d'évoquer les états modifiés de conscience. Il est probable que Francis se soit trouvé dans un état de ce type-là, qui aura favorisé un phénomène psy, le ressenti du lieu. Ouais. Alors peut-être le fait de se retrouver comme ça calme, détendu, ça fait tomber les barrières un petit peu psychiques et puis ça favorise. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une sorte de lâcher prise. Un petit peu plus, peut-être un petit peu plus fort. Il s'agirait bien d'un état modifié de conscience. On est dans un endroit chaleureux qui nous plaît au départ, on se relâche. On entre dans cet état-là, on ressent l'environnement, la maison. Il y a des expériences qui sont faites en ce qu'on appelle la psychométrie en parapsychologie, qui n'a rien à voir avec la psychométrie de la psychologie, où il s'agit de ressentir un petit peu, de découvrir l'historique d'un objet, en le touchant, en le manipulant. Et ressentir ce qu'on ressentit, ce qu'on vu, vécu, les gens qui l'ont porté, qui l'ont utilisé. Éventuellement, s'il y a des gens mêlés à cet objet, parce que ça peut être même un objet. Il sera souvent rattaché à des individus, mais ça peut être le mur de Berlin. Par exemple. Une pierre du mur de Berlin, on devine. Donc, en fait, ça pourrait être peut-être un phénomène de ce type-là où Francis ressent l'environnement, l'histoire de ce château. Pourquoi cette pièce? Pourquoi dans le ressenti, on peut imaginer qu'il va dans le ressenti. Là, il s'agit de toute une maison. Il ne s'agit plus d'une pierre isolée. Donc, il y a les murs, il y a les couloirs. On rentre dans le lieu, on fait un petit peu corps avec le lieu. On peut deviner, pourquoi pas, que à tel endroit il y aura telle pièce. Mais cette sensation de revenir à la maison, c'est quand même particulier, ça. Tout à fait, ça évoque d'autres idées. Il aurait peut-être fallu que Francis se renseigne davantage sur ce château, sur ce lieu, quelle était son histoire, les occupants, a priori. Les cuisiniers, les servants, les servantes. L'ensemble du personnel et des habitants de la maison. A priori, on peut, étant donné le ressenti de Francis, on peut imaginer qu'il va peut-être découvrir une histoire heureuse finalement, puisqu'il se sentait bien, pas oppressé. Donc peut-être pourquoi ne découvrirait-il pas une histoire heureuse qui concerne quelques habitués du lieu. C'est une histoire qui débute, je dirais. Il faudrait peut-être pousser plus loin. Il faudrait que vous fassiez des investigations, Francis, en savoir un petit peu plus sur peut-être les gens, pas Montaigne forcément, évidemment, mais ceux qui étaient dans les cuisines, ceux qui étaient au service de ce personnage. Renaud Évrard, quand même, parce que je vais vous poser la question, parce que ceux et celles qui nous écoutent se la posent forcément. Ils se disent, peut-être que dans une autre vie, il a vécu en tant que cuisinier ou servant ou servante. Non mais moi je la pose en revanche. Bien sûr. Servant ou servante dans ce château, peut-être même cuisinier, qui sait. Mais en fait, l'hypothèse du déjà vu, elle mène. C'est pour ça qu'elle a mis du temps avant d'être étudiée par les psychologues. C'est que on a beaucoup de théories derrière sur la réincarnation, sur le déjà vu, mais à des vies antérieures justement. Et c'est ça que vous évoquez. Je dirais que c'est difficilement envisageable. Parce finalement on ne pourra jamais décider entre cette hypothèse de vie antérieure, même en une lignée spirituelle karmique ou un cycle karmique, quelque chose comme ça, et une hypothèse de rétrocognition, enfin c'est-à-dire de connaissance, comme a dit Pierre Macias, sur la psychométrie, sentir quelque chose des lieux ou avoir des clairvoyances dans le passé justement sur des choses qui se sont passées et on pourra jamais décider finalement. Là, c'est-à-dire c'est soit de la voyance en arrivant dans le lieu, il vit un phénomène de voyance et donc découvre des choses, soit peut-être dans une autre vie, déjà faut-il accepter cette hypothèse, y avoir vécu quoi. C'est ça. Mais on n'expliquerait pas forcément facilement
ce lien historique, pourquoi s'identifier à telle ou telle personne, en fait. Et bon, après s'identifier au châtelain, c'est toujours, ça peut aller très loin, quoi. Mais, non, là, c'était les cuisines, oui, en d'accord. l'occurrence. C'est vrai, non, mais c'était le châtelain savait peut-être ôter les cuisines aussi, mais... Ah oui, peut-être, oui. Francis, est-ce que vous êtes un bon cuisinier? Ah non, pas du tout. Ah, un très mauvais cuisinier, j'ai horreur de faire la cuisine. Ah, mais vous aimez la manger, en revanche? Tout à fait, tout à fait. Mais, je dois dire une chose, je n'ai pas eu peur, ça m'a pas fait peur, j'ai pas été une appréhension. J'ai pas eu cette... Il n'y a pas eu d'angoisse, oui. Non, pas du tout, absolument pas. Ouais. Pas d'angoisse. Mais ce qu'il faudrait, à mon avis, vraiment que vous fassiez, c'est que vous y retourniez, vraiment. C'est quand j'aurai le temps, oui, d'accord. Parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, je serais vous, il me tarderait d'y retourner, ne serait-ce que pour voir si j'ai la même sensation. Ouais, vraiment. Voir si c'est la même sensation, même peut-être que d'autres sensations vont vous arriver, ou peut-être rien, mais d'autres sensations peuvent peut-être vous arriver avec d'autres, je sais pas moi, d'autres pistes, vous voyez, d'autres comme ça, d'autres images, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à creuser à mon sens là-dedans. D'accord. Renaud, y retourner, ce serait peut-être une bonne chose. Oui, si ça vous fait le même effet, si vous voyez d'autres choses, ça peut vous intéresser. Il y a peut-être une histoire justement à vivre avec ce château. D'accord. Pierre? Ok. Oui, je pourrais peut-être terminer simplement avec une petite précision quasiment technique. Renaud a évoqué tout à l'heure les rêves prémonitoires qui peuvent apparaître, enfin il a évoqué les rêves prémonitoires dans les cas de déjà vu. C'est déjà vu, déjà vécu. Il y a aussi une impression, d'ailleurs tu en parlais toi-même tout à l'heure, de l'impression de déjà vu, que beaucoup de monde confond avec ce qu'on va appeler l'impression de déjà vécu. C'est-à-dire la différence entre le fait de se dire à un moment donné, tiens, j'ai déjà vécu ce moment. C'est-à-dire j'ai déjà vu ce moment en étant rapidement déjà vécu. C'est très ponctuel, c'est immédiat, c'est très court dans le temps. C'est un phénomène qui est admis à l'heure actuelle comme un phénomène physique au niveau du cerveau. Ça on l'a expliqué, c'est le cerveau qui patine au niveau du souvenir, je sais pas, c'est ça Presque. Enfin, non, c'est au moment du rangement des informations au niveau du souvenir. Il y a plusieurs voix qui sont deux voix qui sont. Il y a un aiguillage qui se plante et puis tac. Il y en a une qui rate un aiguillage à un moment donné. Il y a deux informations qui arrivent un petit peu décalées. Ça va donner cette impression-là. Et donc ça, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. C'est complètement différent du fait de se dire je suis à un endroit et je sais que là, derrière le mur, derrière la porte, il y a ça. C'est complètement différent. Ce qu'a vécu Francis. Ce qu'a vécu Francis. En tout cas, ce qui est bien avec Francis, c'est qu'il a osé en parler encore une fois, même si la première fois qu'il en a parlé, on l'a pris pour un fou, et ça demande déjà pas mal de courage, quoi. Merci Francis, en tout cas, de nous avoir livré cette histoire. Et puis surtout, franchement, si vous y retournez, vous nous appelez, D'accord, aucun problème. Pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti. Bonne fin de soirée, Francis. Merci, bonsoir. Au revoir. Dans quelques minutes, nous allons avoir après la pause le témoignage de Dominique, qui elle est une auditrice qui habite loin du sud puisque elle habite en Haute-Savoie et elle nous écoute sur Internet. D'ailleurs, si vous voulez nous écouter sur Internet, vous connaissez la procédure. Vous allez sur le site de Sud Radio, sudradio.fr tout simplement, et là vous pouvez écouter l'antenne en direct. Si vous voulez télécharger toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange ou quelques-unes, eh bien rendez-vous sur le site psiland.org, psiland.org, et là vous avez d'abord toutes les informations concernant le monde de la recherche scientifique des phénomènes paranormaux. Eh bien là vous avez toutes les informations sur ce site, vous avez une immense bibliographie, vous avez toutes les références de livres et d'invités que nous recevons dans les Aventuriers de l'étrange, et également vous avez en archive toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange de Sud Radio en totalité. Évidemment, vous pouvez les télécharger, les écouter sur votre ordinateur sans aucun problème. 0826 300 300 pour nous appeler. Morad est au standard.
71 200, c'est pour vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable. Ensuite, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez au 71 200. J'aurais quelques questions à vous poser, Renaud, Pierre. Notamment, nous avons un SMS d'un auditeur qui s'appelle Édouard, qui a 14 ans. On a beaucoup d'auditeurs jeunes, décidément, qui se demande d'ailleurs si l'expression à propos de laquelle il veut nous poser une question, il l'a bien écrite. Édouard, tu l'as mal écrite, mais je te dirai comment bien l'écrire tout à l'heure. Ça n'est pas convulsion spontanée, mais combustion spontanée. Combustion, c'est quelque chose qui, un combustible qui brûle, quoi. Donc combustion spontanée, on répondra à ta question avec mes deux invités dans quelques minutes. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Beaucoup de SMS sont arrivés au 71 200. Nous y répondrons juste après le témoignage de Dominique et avant de retrouver Edith pour un autre témoignage. Nous parlerons donc des combustions spontanées. Un autre SMS est arrivé, plus footballistique, celui-ci qui mêle le football, le foot et le paranormal, qui dit, c'est Bibine qui nous l'a envoyé, donc au 71 200, la victoire du TFC contre l'OM. Je rappelle que le Toulouse Football Club a battu l'Olympique de Marseille 3-0, c'était samedi après-midi. C'est de l'ordre du paranormal, point d'interrogation. Je pense que ça doit faire plaisir aux joueurs ou à Elie Bopp, l'entraîneur, ce genre de réflexion. Je pense pas à Bibine, mais enfin ça nous fait rire quand même. Bien. Alors, nous avons Dominique avec nous qui nous écoute depuis la Haute-Savoie. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. C'est Dominique Garçon. Hein. Oui, Dominique Garçon. Oui, tout à fait. Pourquoi j'ai dit elle ? Oui. Ah, excusez-moi, il n'y a pas de mal. Bon. Alors, mon cher Dominique, oui. vous nous écoutez sur Internet, c'est ça ? C'est ça. J'ai enregistré toutes les émissions et c'est vrai que je vous écoute comme ça et je vous félicite pour vos émissions d'ailleurs. Écoutez, c'est très gentil. Où êtes-vous en Haute-Savoie exactement ? Je suis sur Bonneville, ça se trouve à peu près à 40 km d'Annecy. Oui. Et je suis à 30 km de Genève. D'accord. Belle région quand même, hein ? Oui, merci. Alors, mon cher Dominique, vous nous avez envoyé un mail très intéressant à étrange@sudradio.fr. Je le rappelle pour ceux qui voudraient nous écrire comme vous. Vous avez vécu dans votre vie jusqu'à maintenant 2 choses qui sont intéressantes. Il y en a eu même un peu plus que 2. Ah, très bien. Il y a eu plusieurs faits un peu inexpliqués, on va dire. Mm-hmm. Alors, on va commencer par cette histoire de porte que je trouve tout à fait intéressante. Racontez-nous ça. Alors ça date de quand d'abord ? Je pense que c'est en 83 ou en 84, je peux pas vous dire précisément, mais j'avais à peu près 17 ans à cette époque. Et j'étais chez mes parents, et c'était un soir, j'étais dans le salon, donc j'étais assis sur le canapé tranquillement. Et je me suis mis à fixer la porte du salon qui est entre le couloir et le salon, qui était ouverte. Ouverte à quel degré ? Grande ouverte ? ouverte, complètement ouverte. Ok. Et puis c'est vrai que pour moi c'était comme un jeu au départ. Je m'étais fixé, j'avais dans l'idée de faire bouger cette porte, mentalement comme ça. Oui. Bon, j'y croyais pas vraiment. Et puis je suis resté pas mal de secondes, peut-être même 2 minutes. Et c'est vrai que j'étais dans un état, je veux pas dire un état second, mais un état un peu spécial, on va dire. Et puis, j'ai eu vraiment la grosse surprise de voir cette porte se fermer. Pas brutalement, elle s'est fermée, mais vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. Je me suis levé et la première chose que j'ai fait, c'est de vérifier s'il n'y avait pas de courant d'air ou de fenêtres ouvertes. Oui. Et il se trouve que, toutes les fenêtres étaient fermées, les volets fermés, c'était en hiver. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'était en hiver, Ouais. Voilà. Et vous avez bien fait le tour, voir si... Ah oui, c'est la première chose que j'ai fait d'ailleurs. J'en revenais pas moi-même et j'ai fait le tour et j'étais dans la cuisine et toutes les fenêtres étaient fermées. Donc pour moi, il y a pas eu de courant d'air, quoi. Ouais. Là, je suis formel. Formel. Question bête, mais je me dois de vous la poser. Cette porte avait l'habitude de se refermer toute seule, mal équilibrée non, ou... pas du tout. C'est d'ailleurs ce j'en ai parlé une fois avec mon beau-frère et non, cette porte fermée, elle ne se refermait pas toute seule. C'était vraiment, il y avait aucun système pour fermer la porte, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et vous êtes, pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Tiens, je vais faire une expérience comme ça. Je sais pas. J'ai pas vraiment le souvenir de ça, mais je sais que je me souviens bien d'avoir fixé cette porte et puis
je pense que c'était une forme de jeu au départ. Et puis, Mhm. je sais pas, je peux pas dire vraiment pourquoi j'ai tenté cette expérience, mais je m'attendais pas à ce qu'elle vraiment marche. que la porte se bouge, quoi. Ouais. Elle s'était carrément fermée, mais bon, elle s'est pas fermée brutalement, quoi. Mhm, mhm. Ça s'est fait tranquillement. Ouais. Est-ce que vous avez essayé de retenter l'expérience par la suite? Ça m'est arrivé un autre fait. C'était en 99. Bon, je suis chauffeur, hein, je conduis des camions. Ouais. Et bon, je rentrais de ma livraison et j'étais sur l'autoroute là, avec mon camion. Et c'est vrai que bon, j'étais en train de penser à un ami qui était décédé depuis pas mal d'années là. Ah. Il était décédé, quelqu'un qui était décédé, Ah un oui. ami à moi, hein, Ouais, oui. Mhm. pas mal d'années. Ouais. Et puis je pensais à lui et c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir parlé tout haut dans la cabine. Ça peut paraître assez bizarre, mais dans la cabine. Mhm. Et puis de penser à lui et puis de dire à voix haute, d'avoir un signe, quelque chose. Et j'étais fixé sur les essuie-glaces. Moi, je m'attendais à faire bouger les essuie-glaces. C'est un peu similaire avec l'histoire de la porte, quoi. Ouais. Et j'ai été surpris parce que je m'attendais pas. Et c'est le klaxon qui s'est mis à klaxonner pendant au moins 30 secondes, quoi. Et le klaxon est resté bloqué. Sans que vous n'ayez rien touché, bien sûr. Non, j'ai rien touché. Hein. Là, c'est la même chose. Le klaxon s'est mis à... Allô? Ah, je crois que on a perdu notre ami Dominique en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. On va le rappeler et le récupérer d'ici quelques instants, mais en tout cas, on peut déjà Renaud Évrard et Pierre Massias se pencher sur Dominique. Vous êtes là? Oui, allô? Ah, ça y est, on vous a retrouvé. Oui, ça a coupé un moment. Oui, nous en étions au klaxon, donc. Non, je vous disais que le klaxon s'est mis en marche subitement. Oui, et puis, oui. Pendant plus de 30 secondes, j'ai eu même du mal à l'arrêter. Et je m'attendais pas au klaxon, quoi, à vrai dire. Et j'ai vraiment été très surpris. J'ai même eu peur, là. Ouais, sur oui. l'autoroute. Hein. J'imagine que ça doit être un petit peu, oui. Donc, c'est vrai que les deux expériences se ressemblent un peu, je trouve, mais bon... Eh ben, on va voir ça. Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? Ben là, il se passe des choses bizarres là. Donc vous êtes peut-être fixé sur le téléphone là pour que ça coupe. En tout cas, moi, avant que vous commenciez à parler, le verre qui était à 50 cm de moi et qui me sert à me rincer un peu la gorge, Oui. a craqué. J'ai pas compris. Bon, voilà quoi. Et donc il s'est trouvé complètement et l'eau est tombée. Voilà. Ça commence mal, hein. Là, je suis pas content là. Ah, c'est pas mal. Ça vous est jamais arrivé, ça, Dominique? Non, mais bon, j'ai fait une séance de spiritisme c'était en 2000, hein. Oui. Une séance qui a marché, d'ailleurs. Oui. Bon, parce que c'était vraiment un titre de curiosité, je vais dire, hein. Oui. Et donc, il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'être avec des amis qui avaient déjà fait ça, moi jamais. Et donc, ça a marché. Et c'est vrai que c'est très surprenant, quoi. Qu'est-ce qui a marché? Bon, il se trouve qu'ils avaient placé des lettres du Scrabble, ils avaient un Scrabble. Hein. Oui, comme un Ouija, quoi, c'est-à-dire voilà, des lettres tout en rond. Ils ont renversé un verre. Il se trouve que bon, c'était dans un camping, hein, rien n'avait été préparé, quoi. Hein. Oui. Et c'était un soir, et puis on a attendu quoi, une bonne quinzaine de minutes, et puis le verre a commencé à tourner. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, ça fait bizarre quand même. Ouais. Et puis voilà, on a eu pas mal d'esprits, si je peux dire ça comme ça, qui sont venus pour parler, quoi. Mais vous avez pas fait exploser le verre? Non, le verre n'a pas explosé. Non, c'est ce coup-ci, là. Désolé, Renaud, c'est tombé sur vous, là. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai que là, apparemment, il y a, dans les phénomènes qui arrivent, on a du mal à savoir entre la part de curiosité, d'effets volontaires, d'effets involontaires par déplacement. Par exemple, vous pensez aux essuie-glaces et ça se passe sur le klaxon. Et donc, on retrouve finalement toute cette mythologie derrière, le fait que l'homme, dans son rapport à la matière, a toujours voulu dominer, a toujours voulu l'influencer, et il se passe quelque chose que vous revisitez à votre manière ici, et qui doit peut-être, je ne sais pas si ça vous trouble, mais en tout cas, ça doit vous satisfaire à certains endroits. Je pense qu'il y a plein de personnes qui aimeraient vivre ce genre d'expérience, même si... Excusez-moi, disons, moi, ça me trouble, et puis c'est vrai que,
comment dire, moi je suis quand même quelqu'un de terre à terre, quand même je crois pas n'importe quoi. Hein. Oui. Et je trouve que ces expériences, quand je les ai fait, c'est vrai que je me suis trouvé dans un état, je veux pas dire un état second, mais un état spécial, je sais pas comment dire, des frissons et je sais pas, je pourrais pas. Oui, pas comme d'habitude de toute façon, ça c'est clair. Donc, je sais pas. Ouais. Là, Renaud, est-ce que vous pencheriez, vous, vers un phénomène psy que Dominique a provoqué? Oui, on pourrait dire, enfin, là, de toute façon, on n'est pas du tout dans un contexte expérimental, mais oui. Il y a certaines personnes comme ça qui peuvent vivre plusieurs fois dans leur vie certains phénomènes comme une PK. Si on conçoit que le phénomène est naturel et pas dangereux, du coup, enfin, fermer une porte et faire marcher un klaxon, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de désagréable là-dedans. On peut tout à fait imaginer que ça se produit comme ça, qu'il y a des gens à qui il arrive beaucoup de phénomènes, pas forcément dans une recherche de ces phénomènes, mais voilà, quoi, le spontané, quoi. Ouais. Mais là, quand même, réussir à faire fermer une porte, c'est, je veux dire, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. On n'a pas vraiment de limite hein, dans les phénomènes. Il peut réussir à fermer une porte, il peut soulever parfois une table, comme ça arrive. Le tout est d'être justement peut-être dans cet état modifié de conscience, et puis aussi une certaine curiosité, une nouveauté, comme ça, être capable de rentrer dans des choses un peu comme ça irréelles. Enfin, je sais pas trop où je vais comme ça, mais. Ouais. Pierre, ton avis sur ces deux phénomènes que nous a rapportés Dominique? Oui, pour l'instant, je suis tout à fait Renaud. J'aimerais demander quand même à Dominique à 17 ans. Oui, allô, excusez-moi, je vous entends pas bien. Hein. Ah, on va arranger ça. Mieux, là, voilà. D'accord. Oui, bonsoir Dominique. Je voulais vous demander de nous préciser un petit peu cette première fois à 17 ans, quelle idée vous a traversé l'esprit de vouloir fermer cette porte. Je vois mal la situation. Oui, pour moi c'est assez vague. Moi j'ai le souvenir d'avoir fixé cette porte. Pourquoi pour moi c'est un peu un mystère. Pourquoi j'ai fixé cette porte? Peut-être une forme de jeu au départ. Mais c'est vrai que l'explication je l'ai pas vraiment, quoi. Ce que je sais c'est que j'ai attendu quelques minutes quand même avant et je voulais la faire bouger. C'est vrai qu'après j'étais dans un état un peu bizarre, quoi. Et c'est vrai que cette porte a été poussée, mais vous ne vous je m'attendais pas du tout, hein, vraiment pas du tout. Hein. Je m'attendais même pas qu'elle bouge la porte. Alors. Ouais. C'était un essai sans y croire. Mais je sais pas pourquoi j'ai fixé cette porte. J'ai pas le souvenir, non. Une envie comme ça. C'est assez étonnant, sans s'intéresser au sujet, sans défi par rapport à soi, par rapport à quelqu'un d'autre. Non, comme ça. Comme ça, non, mais je n'ai pas d'explication. Un pari, comme si vous vous disiez, tiens, est-ce que je vais réussir à la faire bouger? Voilà, une forme de jeu. Je vais essayer de bouger je sais pas, je pense que c'est une forme de jeu au départ. Ouais. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de réessayer, peut-être un petit peu plus souvent sur d'autres objets aujourd'hui, maintenant, quoi, à notre époque, d'essayer de reproduire ce genre de choses sur des objets un petit peu plus... je dirais facile, un petit peu plus léger. Faire bouger un stylo, faire Faire bouger un stylo, vous dites? Ouais. Mais c'est bon. Des fois, ça m'arrive de prendre un stylo. Bon, c'est vrai que avec une page ou un cahier. Hein, et parce que bon, j'ai lu quand même quelques livres sur le paranormal. Hein, ça m'a donné envie de m'intéresser. Là, vous parlez d'écriture automatique. Voilà, là. Exactement. Ah oui, non, là, c'est pas la même chose. C'est juste avec la force de la pensée, comme vous avez fait avec la porte, quoi. D'accord, ok. C'est-à-dire mettre le crayon ou le stylo sur la table, sans le toucher, et puis le regarder, essayer de le faire bouger. C'est vrai que j'ai pas essayé, mais pourquoi pas. Comme vous avez fait pour la porte, quoi, exactement la même chose. Oui. Ouais. Je sais pas. C'est intéressant d'essayer, pourquoi pas. Ça pourrait donner des développements intéressants, tout à fait. Tout à fait. En revanche, si vous tentez et si ça marche, vous nous tenez au courant, bien sûr. Promis. Ah oui, parce que là, j'ai essayé, mais je vous garantis rien. Hein. Ah bah ça, nous le savons, parce que c'est peut-être, je sais pas moi, à ce moment-là, à 17 ans, vous aviez une porte qui s'est ouverte et puis c'est le cas de le dire, une fenêtre qui s'est ouverte, voilà. Et vous avez réussi à produire le phénomène, mais. Excusez-moi. Oui. Oui, c'est parce que bon, j'ai eu une adolescence qui n'était pas évidente non plus. Alors je sais pas, ça peut
peut avoir un rapport, point de vue psychologique. Ouais. C'est vrai que depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 20 ans, bon, j'étais pas un enfant bien dans sa peau, on va dire. Ouais. Comme donc, beaucoup. Je sais pas si ça peut rentrer en ligne de compte. Ça, Renaud Évrard, je pense que oui, hein. Renaud? Allô? Allô, vous m'entendez? Moi, je oui. vous entends. Ah, très bien, voilà, ça y est, on vous a retrouvé. Alors, oui, ça peut tout à fait rentrer en ligne de compte dans le sens où finalement, le phénomène, quand il s'est produit, il vient montrer à l'adolescent qu'il arrive à faire quelque chose avec son esprit, avec lui-même, et qui est une force de la nature. Et donc, ça modifie tout à fait la façon dont il voit ses problèmes d'adolescent, ouais. Peut-être. Et puis aussi, un autre côté, je parlais de se rallier à quelque chose d'assez mythique, de la domination de l'esprit sur la matière, mais il y a aussi toute une connotation sexuelle, même jouissive à ces phénomènes, qu'on retrouve chez les grands sujets comme Jean-Pierre Girard ou d'autres personnes qui avaient, parfois, ça allait même jusqu'à des extases. Ah oui, vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport sexuel à l'objet. Et donc une jouissance quand l'objet se soumettait à l'ordre mental qui était donné, quoi. Et réussir donc, à le faire bouger. quelque chose à creuser, mais pas forcément à la radio, quoi. Oui, tout à fait. Là, il faut le faire dans un champ expérimentatoire. Bref, en laboratoire. On va y arriver. En tout cas, merci beaucoup, Dominique, de nous avoir relaté cette histoire. Et puis, bien continuer à nous écouter sur sudradio.fr pour écouter l'émission en direct. Et puis, pour télécharger Les Aventuriers de l'étrange dans sa totalité, les archives, c'est sur psilande.org qu'il faut se rendre avec toutes les références, que ce soit la bibliographie, que ce soit la référence concernant nos invités. C'est sur psilande.org. Une pause et on se retrouve dans quelques instants toujours avec Pierre Massias et avec Renaud Évrard pour répondre à tous les SMS nombreux que vous nous avez envoyés au 71 200. Vous pouvez continuer à nous en envoyer et ensuite nous écouterons le témoignage d'Edith. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Renaud Évrard, qui appartient au GEIMI, le groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, qui est la référence en France concernant l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Pierre Massias, du site internet psilande.org, qui est la référence du site internet pour tout ce qui est ce même domaine, la recherche scientifique des phénomènes paranormaux, et également concernant les aventuriers de l'étrange, puisque vous allez pouvoir y télécharger la totalité ou les émissions qui vous intéressent, dont toutes les archives des aventuriers de l'étrange depuis le mois de mars. Vous allez retrouver toutes les émissions en ligne. Les SMS qui sont arrivés depuis le début de l'émission s'accumulent, donc nous allons répondre à toutes les questions que nous posent nos auditeurs par SMS au 71 200. Renaud Évrard, une question pour vous, je pense, parce que un auditeur nous demande y aura-t-il un jour une émission sur la régression? Et il cite même, j'ai lu 2 livres d'un auteur qui s'appelle Patrick Drouot à ce sujet, et dit cet interlocuteur dans ses SMS, j'ai été interloqué. D'abord, pouvez-vous nous dire ce en quoi consiste, Renaud, la régression? Alors, je suis pas trop sûr de quoi on parle, parce qu'il y a plusieurs domaines qui utilisent ce mot, mais ça peut être les régressions sous hypnose, parce que c'est un sujet qui a beaucoup interrogé les gens, et là, c'était le fait très critiqué finalement, de retourner grâce à l'hypnose à des souvenirs qu'on avait perdus, donc ça va bien, mais ça peut être des souvenirs qu'on était dans le ventre de notre mère, et ça a été jusque des souvenirs de vie antérieure, supposés. Voilà, c'est ça. Et donc, là où ça posait problème, c'est que finalement, sous hypnose, on a une possibilité de création de souvenirs, en fait, de récits fantasmatiques, et finalement les vies antérieures qui étaient rapportées et prises très au sérieux, parce que parfois corrélées avec des choses très réelles que la personne n'avait pas eu connaissance. Vous voyez comment le psy peut venir valider n'importe quelle hypothèse. Et là, en fait, il y avait des critiques qui ont été faites, comme quoi c'était pas vraiment du réel, quoi. Il y avait une grande part d'imaginaire là-dedans. Mais ça peut être très intéressant de faire venir, par exemple, quelqu'un qui s'y connaît en hypnose et qui pourrait nous parler de tous les problèmes autour de l'hypnose, quoi. De tout ce qu'on est possible de faire avec, quoi. Donc, en ce qui concerne la régression, pour finir de répondre à la question, vous êtes un petit peu réservé.
Bon, peut-être, ouais. Là, je regarde un peu. Je connais pas trop Patrick Drault, mais c'est vrai que lui, il est dans quelque chose de la réincarnation. Il est vraiment, lui, il est parti jusqu'au bout, quoi. De la théorie. Ouais, bon, après, il peut peut-être le défendre. Je connais pas trop son travail, mais bon. Bon. Pierre Massias. À voir. Oui, j'adhère complètement à ce que vient de dire Renaud. La moindre des choses, c'est d'avoir la plus grande prudence par rapport aux expériences qu'on peut avoir, les expériences de régression, en particulier sous hypnose, où, comme disait Renaud, le souvenir peut être reconstruit, peut être amené, suscité par l'hypnotiseur lui-même. Oui. Et ça, je dirais à la limite, dans le meilleur des cas. Dans des cas plus sauvages, ça peut être plus spectaculaire, où l'hypnotiseur va faire revivre non plus une vie antérieure humaine, mais une vie d'animal. Alors là, on peut s'égarer dans tous les domaines les plus farfelus. Il faut être extrêmement prudent, et même éventuellement sous des discours les plus d'apparence, les plus sérieux. Oui. Le mot d'ordre, c'est prudence. Oui. La régression. La régression, il y a aussi le rebirth, hein, c'est ça, c'est la même chose, hein, à peu près, je crois. Hein. Pas vraiment, non. Le rebirth, c'est une technique thérapeutique qui prend pas forcément en compte une réalité des réincarnations, mais le fait que ces vies antérieures, imaginaires, sont très utiles finalement pour se reconstruire des personnalités, des choses qu'on a peut-être laissées de côté dans notre développement. Oui. Bon, là, ce que je sais, c'est que Patrick Drault est un physicien à la base. Donc, il a pu peut-être tomber sur des choses qui étaient plus psychologiques et se faire avoir, quoi, parce que c'est pas forcément son domaine, quoi. Oui. Donc méfiance, oui, d'accord. Oui, méfiance. On a bien compris. Alors, venons-en à ce SMS d'Edouard, qui est un jeune auditeur qui a 14 ans. Edouard, il est quand même minuit moins 20, il va peut-être falloir penser à aller se coucher dès que tu auras eu ta réponse. Qui nous dit, je voulais savoir ce qu'est une combustion spontanée. Alors, je commence avec toi, Pierre. Une combustion spontanée, de quoi s'agit-il d'abord ? Oui, il s'agit que... c'est rare déjà. Hein, d'abord, c'est extrêmement rare, effectivement. Quelquefois, on retrouve des personnes décédées, seules et quasiment complètement carbonisées. Oui. Donc, l'histoire typique, c'est une personne qui vit seule. Pas nécessairement une personne dite âgée. Oui. Donc une personne qui vit seule ou qui se retrouve seule à un moment donné et dont les voisins n'ont pas de nouvelles particulières ou dont un ami n'a pas de nouvelles pendant quelques jours. À un moment, il s'inquiète. Donc il va la voir et puis en arrivant, il découvre donc le corps de cette personne. En partie ou entièrement consumé. Pratiquement toujours en partie consumé, mais il reste pas forcément grand-chose, on va dire. Donc là-dessus, l'interrogation, comment ce corps a brûlé, souvent... Sans que rien n'ait brûlé autour, c'est-à-dire les vêtements n'ont pas brûlé, par exemple, le fauteuil ou le tapis sur lequel on retrouve le corps n'a absolument pas brûlé. Tout à fait. Donc, éventuellement des bas dans le cas de femmes, ou des chaussures qui restent entières. Sans trace de brûlure, rien. Alors que le corps s'est brûlé, alors que le corps s'est consumé, quoi. Voilà, alors que la cage thoracique, le torse s'est consumé. Éventuellement vraiment complètement, ce qui est extrêmement difficile à faire même dans des crématoriums. Il faut atteindre des températures très très élevées et pendant suffisamment de temps pour tout calciner. Dans ces cas-là, donc, on retrouve aussi la plupart du temps de la suie quand même sur les murs. D'ailleurs, ça permet aussi aux enquêteurs d'établir, dans leurs enquêtes, quand ils ont des pistes relatives. Je pense à une enquête spécifique là sur un cas qui est pas très très ancien, c'est du RUF, où les enquêteurs avaient retrouvé une bombe insecticide au sol, et ils avaient pu déterminer que en fait elle était pas en cause dans l'incendie, parce que ils avaient retrouvé la trace sur l'étagère, elle était tombée pendant l'événement. Et donc là-dessus, il y a pas d'explication. Je vais me faire haïr si je dis qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, puisque l'explication la plus souvent avancée, c'est l'effet de mèche, c'est-à-dire que
C'est les graisses, sont les graisses que contiennent internes les du tissus, corps, voilà, qui vont non pas brûler, mais Ouais. se consumer, Mhm. c'est-à-dire sans flamme. Ouais, ouais, ouais. Et elles sont dans un conduit conducteur qui est formé de la peau et des muscles, Mhm. et elles vont produire une chaleur intense qui va consumer les muscles, qui va consumer la peau qui est autour, Ouais. et elle va se propager donc Dans tout le corps. tout au long de ce tube graisseux. Mhm. Alors bon, c'est une explication qui ne satisfera pas tout le monde, je vais dire, puisque quand même, dans certains cas, on retrouve un bras entier. À Urufle, si je me souviens bien, il y avait 2 jambes et un bras d'ailleurs. Mhm. Mhm. Les jambes restaient entières au niveau de la cuisse, c'est-à-dire dans une partie grasse. Alors on peut se poser simplement la question si effectivement c'est un effet mèche. Pourquoi cet effet mèche s'est arrêté au bassin et n'a pas continué Mhm. tout au long de la cuisse où justement elle aurait dû trouver des parties grasses. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est un certain nombre d'interrogations. Donc on va dire, alors, c'est aussi à distinguer de ce qu'on appelle les feux spontanés qu'on va trouver dans des cas de poltergeist où un feu, alors sur un objet, sur une poutre par exemple, Mhm. ou sur une table, sur un endroit quelconque d'une maison, on va voir apparaître un feu dit spontané. Un Oui, feu oui. apparaît comme Oui, ça. oui. Comme Ça- le cas de la personne qui nous a relaté le fond du sac à main de son ami qui avait brûlé sans faire de flamme, sans... Un petit peu comme ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc il y a les deux phénomènes. Il y a combustion spontanée qui va se rapporter plutôt à l'individu qui se fait consumer, Mhm. en totalité ou quasi totalement, Mhm. et donc le feu spontané qui est l'apparition d'une flamme, d'un feu dans un cas de Ouais, poltergeist. ouais. Mais ça reste quand même des phénomènes très rares. La combustion Ah, c'est excessivement rare, l'un ouais. comme l'autre, oui, de toute manière. Ouais, ouais. Une pause, l'un et l'autre, Renaud Évrard, Pierre Massias, et on se retrouve pour répondre encore aux SMS qui arrivent, notamment encore des questions sur est-ce qu'il est dangereux, par exemple, de faire des tables tournantes, Ouija, ou entrer en contact avec, entre guillemets, les esprits. On répondra à cette question et une autre question également sur l'expérimentation pour étudier les phénomènes paranormaux. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Avec les SMS, le dernier quart d'heure, les quelques dernières minutes de cette émission consacrée aux nombreux SMS que vous nous avez envoyés au 71 200. Vous pouvez encore nous en envoyer, bien entendu. On fera le maximum pour y répondre avec mes invités Renaud Évrard et Pierre Massias. Alors, un SMS sur le rapport qu'il peut y avoir entre les mammifères entre eux ou les animaux entre eux. C'est Zach qui nous envoie ce SMS. Que pensez-vous de la psychologie par rapport à la zoologie, la parapsychologie et la zoologie? Est-ce qu'il y a un lien entre les mammifères entre eux ou entre les races entre elles? Une espèce de lien comme ça un petit peu que l'on ne pourrait pas impalpable, qui fait qu'il y a une communication entre eux. Renaud. Ah mince. Zut, c'est tombé sur moi. Alors là, j'ai un peu du mal à saisir la portée de la question, mais je pense que je vais répondre à côté. Le lien qui est entendu. C'est un petit peu comme revenir à ce que disait Rupert Sheldrake et les champs morphiques finalement. Oui, c'est ça. Mais je me demanderais à partir de quoi on pourrait postuler un tel lien finalement. Quels seraient les phénomènes à étudier? Parce que là, on part de la théorie, donc on peut tout à fait spéculer oui ou non, mais là, j'ai pas vraiment d'idée de qu'est-ce qui pourrait venir appuyer ces théories, quoi. Ouais. Pour vous, ça reste encore vraiment une piste peut-être à creuser, mais dans laquelle il n'y a rien de tangible, on va dire. Alors, on a eu des expériences dont on a parlé une fois sur le fait que, par exemple, si on apprenait un comportement à des rats placés dans un laboratoire, exact, ou à d'autres lapins, ou enfin voilà, et donc d'autres rats se situant à un autre endroit, améliorer leur capacité d'apprentissage du même problème qu'ils n'avaient pas subi encore. Voilà, et à un autre endroit de la planète, voilà, peu importe où voilà. d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment le lien entre espèces
entre échantillons, entre le fait qu'ils soient tous réunis dans un même cadre expérimental, et donc reliés d'une façon systémique, et reliés à des humains, donc, dans ce cas-là, les humains comme médiateurs de ce phénomène, on ne sait pas trop. Enfin, il y aurait peut-être... moi, j'ai pas assez creusé la question pour répondre, en fait. Oui, et Pierre Mathias. Oui, c'est une question un petit peu délicate dans la mesure où elle n'est pas forcément évidente à traiter. Les rapports entre les animaux, on a évoqué Sheldrake, le lien télépathique entre le maître et son chien ou son chat. Oui. On pourrait très bien... Sheldrake a évoqué aussi le lien entre son maître et son perroquet. Oui, tout à fait, avec des expériences tout à fait étonnantes d'ailleurs. Tout à fait étonnantes. Vraiment. Et on parle souvent de l'influence des dauphins sur les enfants ou des personnes malades de maladies psychologiques. Il y a un lien qui, manifestement, il y a un lien. Maintenant, ce dont il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner aux animaux des pensées humaines. Des pensées, des attitudes, des comportements humains. Mais il paraît indéniable quand même qu'il y a des relations particulières entre, en particulier, dauphins et enfants. Le dauphin qui aurait le cerveau... le mammifère qui a le cerveau le plus évolué, je crois. C'est ça. Oui, tout à fait. Et qui a aussi un certain nombre de comportements. Il sait se reconnaître dans un miroir. Il sait que c'est lui. Il a la conscience de lui-même. Bon, tout ça, c'est à manipuler avec beaucoup de précautions, mais on ne peut pas dénigrer un rapport quand même. Un rapport entre les deux. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées d'ailleurs par mail. Une auditrice de l'Aveyron qui nous a envoyé un mail sur étrange@sudradio.fr. Il y a également pas mal de SMS qui sont arrivés dans ce sens concernant toujours la communication avec entre guillemets l'au-delà, les esprits. Renaud Évrard, là, je me tourne vers vous et on revient un petit peu à la question que l'on s'est posée de manière plus générale au début de l'émission. Est-ce que la communication avec les esprits ou chercher à communiquer avec eux peut être dangereux? Oui, alors ça, on s'était même posé encore cette question la semaine dernière. Finalement, les gens écoutent pas, quoi. Non, la communication, encore une fois, les pratiques de communication sont normales. On peut pas empêcher ça. Enfin, on peut pas dire aux gens arrêtez, vous craignez quelque chose, ou sinon on rentre tout de suite dans une théorie très négative ou comme quoi appeler les esprits, c'est appeler les mauvais esprits ou appeler le malin et donc se créer des problèmes. Et là, on n'en est pas là parce que là, on rentre tout de suite dans un système de croyance. On dit que appeler les esprits, c'est toujours une démarche qui peut être personnelle ou groupale, un jeu, une curiosité. Là où ça devient dangereux, c'est quand ça devient une dépendance et quand ça devient associé à une théorie qui justement est nuisible en elle-même parce qu'elle nuit au-delà même de la séance, en fait. Elle poursuit la personne qui se pose plein de questions sur finalement l'influence que peut avoir cet autre monde sur elle-même, sur son monde à elle. Et c'est là que ça devient vraiment problématique. Mais à ce moment-là, vous pouvez tout à fait consulter un psychologue ou un psychiatre. Je pense qu'il y a des gens tout à fait ouverts à discuter de ces questions, sans vous prendre tout de suite pour fou, mais bon, j'espère. Mais je pense qu'on peut tout à fait, ça peut être un problème comme un autre. Voilà, quoi. Pierre. Oui, j'adhère complètement à ce que vient de dire Renaud. Je pense que je vais pas avoir grand-chose à ajouter. Il y a un autre, c'est Pascal qui nous a envoyé ce SMS, qui nous demande quelle est l'attitude à avoir par rapport à un objet. Là, il nous l'a envoyé quand on parlait de psychokinèse avec le témoignage de Dominique qui a fait refermer cette porte. Quel est le rapport que l'on doit avoir avec l'objet qu'on a envie de déplacer? Renaud, question pertinente pour quelqu'un qui veut expérimenter. Est-ce que c'est juste comme ça se dire bon, je le fais à vide avec rien dans le cerveau ou voilà, quelle attitude? Ah oui, mais là il y aura plein de gens pour vous donner des manuels de comment manipuler cet objet. Mais là je pense pas pouvoir vous en donner parce que cette relation justement elle est tellement personnelle, cette interaction finalement, parce que l'objet a sa part aussi là-dedans. Et il y avait comme ça un ingénieur qui s'appelait Pierre Janin, qui était membre d'un groupe d'études en parapsychologie. C'est lui qui a inventé ce qu'on appelle le psychoscope.
vous savez, ce petit objet qui bouge selon le hasard, en fait. Ouais. Et donc lui, ce qu'il avait essayé de faire comme expérience, c'était de faire des expériences de psychokinèse qui marchent bien, et donc de créer une relation avec son psychoscope qui, habillé, paré un petit costume, pouvait tout à fait sembler être un animal qui se déplace comme ça, et donc il l'appelait son psychoscope avec un petit nom. Donc il créait une relation affective avec le psychoscope, ouais, pour pouvoir justement mesurer ensuite des choses. Mais lui-même dit que ça n'a pas abouti, et que finalement, même en faisant comme ça, même avec n'importe quelle technique, finalement, il n'aboutit pas à pouvoir utiliser cet objet comme il l'entendait. Ça arrivait parfois, mais ça ne marchait pas à tous les coups. ouais. Pierre, pas de conseils précis à donner. Faites comme vous le sentez, quoi, en gros. Petit cours de psychokinèse en 3 leçons. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Non, il n'existe absolument aucun cours, enfin aucune formule exacte. Il n'y a pas de recette. Pas de recette. Sinon, ça bon, saurait. Il y a des choses qui paraissent évidentes. Il faut se croire capable de le faire déjà pour une part. Il faut pas faire ça un jour où on est stressé, où on vient d'avoir un accident de la route. Ouais, ouais. La motivation est vraiment très importante, évidemment. Le rôle de la motivation, c'est pas évident. Enfin, c'est pas aussi clair que ça. Mm-hmm. C'est trop de motivation, ça peut gâcher l'effet. Faut faire attention. Ouais. Donc je dirais, il faut faire ça un petit peu dans un esprit de désintéressement aussi, peut-être. Ne pas vouloir absolument que ça se produise, c'est encore recréer du stress. Il faut se détendre au maximum. Faut comme l'a fait Dominique, quoi, en fait. Voilà, tout à fait. Il l'a tenté en n'y croyant pas trop, tout en y croyant. Enfin, une espèce de milieu bizarre comme ça, ouais. Non-attente, distance par rapport à la chose. Ouais. Faut pas lui donner trop d'importance. Faut utiliser peut-être des objets aussi. Alors là, je vais dire, bon, nous on va le savoir, mais peut-être aussi la personne qui va essayer pour elle-même des objets ludiques, comme pourquoi pas comme quelque chose comme le psychoscope, un petit robot qui va se déplacer un petit peu n'importe comment. Après tout, Péoc a fait ses expériences. Bon, c'est une autre démarche. Par exemple, comment faire naître un phénomène de psychokinèse chez le poussin? On utilise un psychoscope et on se réfère à la thèse de médecine de Péoc. Ouais. Qui est sur ton site silente.org d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait croire, enfin René Péoc, donc docteur, fait croire au poussin que ce petit robot c'est sa maman, quoi. Voilà, il lui a fait croire dès la naissance, il a mis en contact avec le psychoscope, ce qui fait que le poussin croyait que c'était sa mère, il le suivait partout. Et ensuite, quand il immobilisait le poussin dans une petite cage, le psychoscope, le déplacement aléatoire du psychoscope n'était plus tout à fait aléatoire et avait tendance à aller vers le poussin. Ouais. Donc le poussin, lui, il se pose pas de questions, il se pose pas la question de Dieu ou d'esprit ou de je le veux ou je le veux pas. Il veut voilà exactement, il veut sa mère. Il faut peut-être rechercher cet état d'esprit là. Ouais. Essayez en tout cas, et si ça donne des résultats, vous n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Renaud Évrard en tout cas. Merci à vous et puis bonne nuit. Oui. Et le verre, ça y est, vous avez réussi. Mais c'était bizarre cette histoire de verre quand même qui claque juste au moment où Dominique nous parle de ses expériences de psychokinèse. C'est trop fragile, je sais pas. Merci beaucoup Renaud en tout cas, bonne fin de soirée. À très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Merci beaucoup Pierre. Merci Louis. À très bientôt. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, Les Aventuriers de l'étrange. Pour une prochaine émission que je suis en train de préparer avec mon équipe sur les rêves prémonitoires, consacrés uniquement aux rêves prémonitoires, j'ai besoin de vos témoignages. Alors pour nous envoyer vos témoignages pour que l'on puisse ensuite revenir vers vous, vous nous appelez au 0826 300 300, notre standard fonctionne 24 heures sur 24. Là cette fois-ci, vous tomberez directement sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange, vous nous laissez votre message en n'oubliant pas évidemment vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler. Vous pouvez également nous contacter par mail
étrange@sudradio.fr. Vous nous envoyez un mail, toujours évidemment avec vos coordonnées, pour que l'on puisse vous rappeler que vous participiez à cette émission. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous allez pouvoir réécouter ces deux émissions de samedi et dimanche sur le site internet psyland.org. Vous allez pouvoir télécharger l'émission, l'écouter sur votre iPod, sur votre lecteur MP3 ou en direct sur internet. Psyland, PSILAND.org. Vous allez pouvoir donc réécouter toutes les émissions ou celles que vous désirez depuis le mois d'avril. En ce qui concerne le week-end prochain, il n'y aura pas de sport, donc émission dans leur totalité, 22h minuit, samedi et dimanche. Samedi, nous parlerons d'alchimie. Peut-on réussir à faire de l'or à base de plomb? Question que l'on se posera et que l'on posera à nos spécialistes qui seront les invités. Et ensuite, dimanche, on ira faire un petit tour dans la forêt de Brocéliande et on ira se balader dans le mythe des chevaliers de la table ronde et du roi Arthur. Est-ce qu'ils ont existé? Quelle est la part de la légende, de la réalité concernant le roi Arthur, Lancelot du Lac, Merlin l'Enchanteur? Nous verrons cela dimanche de 22h jusqu'à minuit. Passez une bonne soirée et merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui m'aide à la construire. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et à samedi prochain.